What's up guys, Guts MMA. On est back cette fois-ci pour UFC Vegas 114. On a Josh Emmett qui va affronter Kevin Fallecios. Sneaky good card, pour de vrai plusieurs bons match-ups. Anyway, on va tous les passer un par un comme à l'habitude. Avant de continuer, je vous rappelle, il va y avoir les time frames dans la description si jamais il y a des combats qui vous intéressent plus que d'autres. Et également, si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à liker, partager. Abonnez-vous à la chaîne si vous en voulez un peu plus. Allez voir sur Instagram GutsMMA. Et c'est des degenerate gamblers comme moi, vous voulez un petit edge sur les markets, savoir quoi parier, pourquoi parier, le raisonnement, la grosseur des mises, etc. C'est sur Patreon que ça se passe. N'hésitez pas à me contacter non plus si vous avez des questions. Donc, sans plus tarder, gang, on va se lancer dans le premier match-up, qui est d'ailleurs un rematch. C'est la deuxième fois que ces deux dames vont s'affronter. On a Piera Rodriguez qui va affronter Sam Hughes dans le rematch. Donc 11-2 Piera, 11-6 pour Sam, qui est la underdog comme à l'habitude, là, on va le dire. Légère favorite là, pour Piera. 33 ans les deux, 116 livres d'ailleurs. Je viens d'écouter la pesée. Tout le monde a fait le poids là, sur la carte de demain. Il y en a quelques-uns qui ont semblé avoir un peu plus de difficultés, mais tout le monde est arrivé là, dans les limites permises. Donc on a 5 et 5 là, pour Sam Hughes, 5 et 3, petit avantage de taille et 1 pouce de plus de portée là, pour Sam Hughes, qui est la favorite de la communauté d'Apology. Pourtant, la négligée au niveau des odds. D'ailleurs, on va regarder si ça a bougé. Pierre Rodriguez qui a monté, qui est une plus grande favorite là, qu'au début de la semaine. Puis je cède également là, de son côté. Mais pour commencer, regardons un petit peu là, le profil des deux combattantes. On a Sam Hughes ici. Vous voyez quand même une bonne expérience là, au UFC level, dans le UFC depuis là, 2020. Elle a eu des hauts, des bas, des petites périodes d'inconstance. Elle attend à avoir des combats très serrés sur une belle petite streak là, dernièrement. Puis quelque chose d'intéressant sur Sam Hughes justement. Elle a été underdog dans tous ses matchs, à l'exception de un, qui est son dernier là, ici. Je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux. Là. Fait que, bref, tous ces combats, on a quoi, une dizaine? On va regarder pour être ça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Elle a 11 combats au UFC level. Elle a été underdog dans ses 10 premiers. Là-dessus, elle en a gagné 5. Fait que c'est quand même 50-50. Par contre, comme je disais souvent, ça a des combats qui ont tendance à être très serrés. Vous voyez, split decision, split decision. On a des unanimous aussi, majority decision. Fait que tant à combattre là, dans des combats quand même chauds, on va pas se le cacher. Sam Hughes, je dirais, une genre de généraliste. Je la trouve pas excellente nulle part nécessairement, mais capable d'opérer pratiquement partout. Ses plus grandes qualités, en fait, c'est sa pressure, je dirais, son cœur, son cardio, son pace. Donc souvent, ça va être elle qui va avancer, qui va mettre la pression, qui va lancer du gros volume. Mais elle n'a pas nécessairement un striking élite ou un gros pop dans ses shots. Ce qu'elle manque, à mon avis, c'est surtout de l'athlétisme, donc un petit peu plus d'explosivité, de vitesse, justement, de puissance. C'est quelque chose qui l'aiderait beaucoup. Mais sinon, elle a un super bon cardio, bon chin, du volume, du cœur for days. Elle a tendance à vraiment turn up là, au round 3, fin round 2, justement. Des fois, début de combat un petit peu plus lent. Je dirais plus une striker, mais on la voit mixer le grappling là, par-ci par-là, dépendamment des match-ups qu'elle a évidemment. Là, quand elle a un edge dans ce département-là, elle a tendance à mixer les takedowns là, dans son arsenal. Elle a un bon ground and pound on top. Peut-être pas non plus un jiu-jitsu là, élite à mon avis. Puis de l'autre côté, Piera Rodriguez, combattante, je dirais profil pas opposé. Mais à l'inverse, on a quelqu'un qui commence rapidement, qui est beaucoup plus justement explosive, athlétique. Quand elle frappe, elle va lancer moins de volume là, qu'une Sam Hughes, mais les coups ont définitivement plus d'impact, de pop. Meilleur à kicking range, à mon avis. Au niveau du boxing, la boxe, pocket boxing surtout, j'ai tendance à avantager Sam Hughes. Mais par contre, Piera Rodriguez, elle a un edge, à mon avis, là, au niveau du clinch. C'est une place d'ailleurs qu'elle avait eu des bons moments dans le premier affrontement. Pour le vu dans ses derniers match-ups, que ce soit contre Souza ou whatever, Piera Rodriguez qui a un bon clinch game, très active avec les genoux, avec les coudes. Puis sur papier, même statistiquement, là, on peut le voir ici, là, shout out Uncle Weezy pour ses tables, là, mais on peut voir ici là, que Sam Hughes a une petite déficience là, au niveau de la défense là, dans le clinch. Puis, ben, la grosse différence également, c'est les takedowns. Piera Rodriguez qui se débrouille très bien debout, mais qui est très bonne au niveau là, des takedowns, qui va les mixer
au fil de ses fights. Dans pratiquement tous ses affrontements, en fait, vous voyez, 3 takedowns, 5, 1, 1, 8, 7. Donc, elle est toujours capable de garder le combat close, debout, voire même avoir un petit peu de supériorité, puis d'aller edger avec ses amenés au sol. D'ailleurs, dans le premier affrontement, vous voyez, là, en termes de coups significatifs, 83-69 pour Rodriguez, puis elle a eu 5 takedowns. Elle en a eu à toutes les rounds, là, pratiquement. Je pense que ça va être la même chose. Pour de vrai, c'est rare, je dis ça. Souvent, on dit que les rematchs ne vont pas de la même façon que le premier affrontement, mais je pense que ça va être très, très, très semblable. Donc, quand même bien disputé debout, mais Rodriguez qui a les coups peut-être plus d'impact, des kicks plus significatifs, long range. Sam Hughes un peu plus de succès à la boxe, mais Rodriguez qui va éventuellement closer, accumuler les coups dans le clinch et mixer les amener au sol. Pour la première combat, ça s'est terminé 29-28 sur la carte des 3 juges pour Rodriguez, mais personnellement, après une réécoute, je lui donnais les 3 rounds carrément là, à Pierroche. Je comprends qu'il y a des arguments pour le troisième, mais je pense vraiment que ça va être semblable. Tu sais, les deux, ils ont fait du progrès depuis. Ça fait quand même quelques années. Puis entre autres, justement, Pierre Rodriguez, je pense qu'il a un meilleur contrôle au sol. Dans le premier affrontement, elle avait des takedowns, mais n'était pas capable de maintenir Sam pour des longues périodes au sol. Je pourrais avoir un petit peu plus de succès là, avec ça. Puis elle a également amélioré son cardio. Donc, elle pourrait donner encore une fois un petit peu plus d'opposition à Sam Hughes en fin de fight. Dans tous les cas, je pense que c'est un fight qui va aller à la décision à très high clip. Si vous êtes intéressé en Sam Underdog à Dog Money, je peux comprendre. Je pense que c'est probablement le value side. C'est un combat 50-50 ou léger edge, à mon avis, du côté de Rodriguez. Moins 150, c'est correct, mais au début de la semaine, je la préférais là, dans les environs de moins 130-ish. Peut-être que j'aurais appuyé sur la détente à ce prix-là. Mais fight go to decision, c'est vraiment... c'est pas mal une certitude, là, à mon avis. Les deux n'ont pas des super grandes capacités de finisher. Il y en a par-ci par-là, oui, mais ce ne sont pas non plus des filles qui ont des grosses faiblesses au niveau durabilité ou des submissions defense. Fait que ma prédiction, j'ai de la misère avec celle-là, désolé, c'est Pierre Rodriguez là, par décision. On ouvre la carte de cette façon-là avec la légère favorite. Next up, on a Luan Lacerda qui va affronter Escher Sosa. Un combat là, chez les 135 livres, donc 13-3 pour Lacerda, 14-1 pour Sosa, qui est un décent favori là, dans ce duel-ci. 33 ans pour Lacerda, 30 ans pour Sosa. La taille, un pouce de plus de portée là, pour l'Espagnol. À 60, pas de portée, de taille. Et la portée non notée, on va peut-être la voir sur le site officiel du UFC. Si on regarde portée 70 pouces, donc c'est Lacerda qui va avoir un petit avantage là, au niveau du range. Comme noté largement en faveur de Sosa. Peut-être pas, ça ne reflète pas les odds actuels. Je peux comprendre qu'il soit favori, là, mais je pense que Lacerda, il y a quand même une chance dans ce match-up-ci. Mon pick, ça reste Sosa, mais je pense que Lacerda pourrait quand même être live là, pour un upset. Au niveau là, des odds, vous voyez ici, Sosa qui est à moins 235. Il avait ouvert à moins 200, fait qu'un petit line movement, mais pas énorme. Puis si on regarde, là, on peut commencer du côté de Sosa Why Not, là, on vient d'en parler. Donc c'est son premier combat au UFC, donc UFC debut. Toujours faire prudence dans ces cas-là. On l'a vu, le meilleur exemple, c'est la semaine dernière. Raphaël Tobias qui a perdu par décision. Un jeune prospect, mais manquait peut-être de fight IQ un petit peu. C'était quoi déjà le premier combat? Son nom m'échappe, là, mais lui qui s'est fait smoke par Bellato. Encore une fois, c'est toujours tricky un petit peu. C'est les bright lights, le UFC, c'est nouveau, le stress, UFC début, moins d'expérience, ça peut jouer en la défaveur des combattants. Mais dans ce cas-ci de Escher Sosa, il y a beaucoup d'expérience sur la scène régionale, autant amateur que professionnelle. Si vous regardez ici, là, vous voyez, il est 14-1 chez les pros, mais il y a 22 combats amateurs. Fait que c'est quelque chose qu'on aime voir. Le dude, il y a beaucoup d'expérience. En dehors du UFC, même si c'est amateur, ça reste du temps de cage, du temps d'octogone précieux. Je pense qu'il s'est fait finir une fois ici en carrière, là, début professionnel, mais depuis sur une belle petite run. Puis c'est un combattant qui, à mon avis, est assez polyvalent. Il est capable d'opérer dans toutes les sphères pratiquement. Puis quand on regarde son tape justement sur la scène régionale, autant il y a des combats, il va opérer plus debout s'il sent qu'il a l'avantage.
dans ce département-là, que d'autres où est-ce qu'il va utiliser un petit peu plus son grappling, sa lutte. Donc, tout dépendant, c'est qui est en face de lui, il peut vraiment bien s'adapter. C'est une chose qu'on aime voir. Il y a du cardio, il y a un bon pace, il met une bonne pression. Contender Series, belle petite victoire, là, vous voyez, contre Maxim Lee, pas super haut niveau, là, on s'entend, mais il a réussi à mixer les takedowns, des sub-attempts, s'est retrouvé dans des sub-attempts quand même deep également, passer au travers. Fait que, demain, il va faire son UFC début. Du côté de Lacerda, combattant avec. C'est sûr qu'il y a beaucoup de red flags aussi de son côté. Déjà en partant, vous voyez, là, il a commencé au UFC en 2023. Il a fait 2 fights cette année-là, puis il a pris un break de 2 ans avant de revenir. Il a été aux prises avec des blessures assez sérieuses, là, si je ne me trompe pas. Muay Thai descend. Il vient de l'école de José Aldo, là, de mémoire également. Fait que, on sait qu'ils ont des bons kicks, ils opèrent bien. Peut-être pas le plus defensively sound. Je ne le qualifierais pas de striker. Puis sa fiche en est la preuve. Là. Vous voyez, si on va voir Lacerda ici, il y a 13 victoires chez les professionnels et il y en a 11 par soumission. Fait que c'est un jiu-jitsu nerd. C'est là qu'il shine le plus, même s'il est capable là, d'opérer de façon décente à distance. D'ailleurs, au niveau du striking entre les deux, j'ai pas tendance à donner un gros avantage à personne. Peut-être un petit peu plus du côté de Souza, mais Lacerda, il ne faut pas non plus le sous-estimer là, debout. Mais vous voyez que le ground, c'est son dada. Au UFC, il a perdu le premier combat par décision contre Cody Stamann, un combat qui était quand même chaudement disputé. Deuxième contre Damon Blackshear, s'est fait finir au deuxième round. Pour ceux qui ne connaissent pas Blackshear, c'est quand même, c'est pas un top 5, top 10 guy à mon avis, mais c'est vraiment un bon combattant là, dans la division, surtout avec un très bon jiu-jitsu. Vous vous souviendrez peut-être de sa victoire par Twisters contre Jose Johnson, où il y a un Kimura, si je ne me trompe pas, contre... c'est contre qui son Kimura? J'ai un blanc de mémoire, là, mais bref, c'est un très bon combattant sur le tatami. Dans ce combat-là, les deux ont eu des takedowns ou des reverses. Loin de Lacerda qui a des bonnes attaques, même du bottom, s'il se retrouve en dessous. Il peut aller attaquer des knee bars, servir des sub-attempts pour créer des renversements. Donc, clairement, qui est live pour aller chercher une sub dans ce combat-là. Son dernier fight, il est revenu contre Simon Oliveira après un long break. Pas nécessairement le meilleur look, je vais vous avouer. Premier round, quand même décent. Mais justement, au deuxième round, il s'est retrouvé en dessous, puis il se fait ground and pound de façon assez violente, puis il finit par trouver justement le armbar qui sécurise avec Ice. Quand il trouve vraiment son opportunité solide, il a saisi, puis Simon Oliveira tape, c'est pas trop long. Mais on s'entend, Simon Oliveira, c'est pas quelqu'un que je qualifierais de haut niveau by any means, même médium niveau, je penserais pas non plus. Escher Souza, je pense qu'il est meilleur que Oliveira, certainement. Puis loin de Lacerda, maintenant, dernière chose qui me plaît moins, c'est son cardio. Il a tendance à avoir 7-8 bonnes minutes, puis après ça, sa game a kind of fall apart, il est beaucoup moins efficace. On l'a vu, là, mettons ici, en fin du deuxième round, il a réussi à aller chercher un petit quelque chose, mais ça va recommencer au troisième, ça se serait corsé, à mon avis. Fait que contre un Archer Souza qui pousse un gros pace, justement, ça pourrait être au détriment de Lacerda. Mais je pense tout de même que son pad vers la victoire, c'est la sub. Un Souza qui mixe souvent les takedowns également. Je pense que Lacerda va engager le clinch, essayer de trouver les amener au sol. Fait que, clairement qu'il va y avoir des échanges au corps à corps, du moins j'ai l'impression. Puis qui dit corps à corps, donnez-moi le Jiu-Jitsu Nerds pour peut-être trouver la sub. Mon pick officiel, c'est Souza. Je pense que dans la majorité des cas, il va réussir à rester safe, éviter les gros sub-attempts, jouer à distance un petit peu plus, extend Lacerda dans ce combat-ci. Mais j'ai tout de même pris un stable à Lacerda, plus 700 sa submission line. Je trouvais ça un petit peu trop... un peu trop wild là, pour vraiment son path to victory principal. La majorité des books sont à plus 450, je pense. Donc plus 700, Bet365, c'est une belle value. Donc un tout petit poke, mais mon pick reste Souza. Je pense que oui, c'est possible, mais il y a beaucoup plus de chances que ce soit Lacerda qui sorte vaincu là, dans ce duel-ci. Fait que pour le pick officiel, donnez-moi Escher Souza en ce deuxième combat. Next up, on a un autre duel chez les demoiselles, cette fois-ci chez les bantamweight. On a Bia Mesquita qui va affronter Monse Rendon. Bia Mesquita 6-0 au rang professionnel et 7-1 pour Rendon. Mesquita qui est une énorme favorite. Je cède de son côté, là, c'est clair, mais c'est sûr que le nombre là, est très très chalky. Il n'y a plus grand chose à faire là, avec ça.
C'est grugé jusqu'à là. C'est 34 ans versus 36 ans. Puis les deux, c'est bientôt leurs anniversaires. Vous voyez, à l'autre de ses 35 ans et de ses 37. Les deux ont fait le poids, 5 et 4, 5 et 8. Donc avantage de taille là, pour Rendon. La portée qui est pratiquement identique à 0,5 pouces. Près la communauté largement du côté de Mesquita. Un petit peu plus à l'image là, des odds. Puis si on regarde justement les cotes, il y a eu du mouvement cet après-midi. Un petit bug. On va attendre que ça load. Ça load pas, ben tant pis. Moins 750. Du moins, ça me donne une idée. Là. Vous voyez, c'est une énorme favorite ici. Puis je pense vraiment qu'elle va gagner là, ce combat-là également. Je suis pas super high là, sur Mademoiselle Rendon. Rendon qui a un petit peu plus d'expérience au UFC level. Elle a 3 fights. Mais pas super impressionnante, là, on va pas se mentir. Donc 7-1 est allé à la décision dans tous ses affrontements en carrière. 2 wins au UFC level, mais 2 split decision. Pas nécessairement les meilleurs looks, là, on va pas se mentir. Surtout son dernier fight contre Alice Pereira, qui est une combattante de 19 ans. Je veux dire, est tout jeune, là, est très très green. Ça a été un greasy fight, là, somme toute, finalement. Contre Daria Zelakiskova, s'est fait edger sur la décision. Elle a eu des takedowns, mais elle s'est fait outstrike overall. Puis contre Tamirez Vidal, un autre combat vraiment chaud. Elle a quand même un petit peu plus d'expérience en MMA Pro en termes de nombre de combats, mais aussi en termes d'années de pratique. Ça fait 5 ans et demi à peu près qu'elle s'entraîne là, pour le MMA. Puis du côté de Bia Mesquita, ça fait même pas 2 ans qu'elle s'entraîne là. Qu'elle fait du MMA professionnel, en fait, peut-être pas qu'elle s'entraîne. Elle a été championne LFA, mais par contre, ce qui est important de souligner là, avec Bia, c'est qu'elle a un très très gros background, un gros palmarès en Jiu-Jitsu. Donc, vous voyez ici, là, elle a ses combats professionnels en MMA, les 6 duos, mais tout le reste, c'est du grappling. Donc, elle opère à un très très haut niveau. Et c'est depuis plus de 10 ans, c'est pas 20. Donc, grosse expérience de grappling. Elle a des titres EBGGF. Elle a combattu aussi, les noms m'échappent là. C'est quel autre qu'elle avait WNO. Non, c'est EBGGF. Elle en a peut-être eu d'autres. Et DCC, c'est ça que je cherchais. Bref, Jiu-Jitsu, c'est un petit peu moins ma tasse de thé, mais pour les Jiu-Jitsu nerds, ça va vous donner une idée. Elle a même des victoires en Jiu-Jitsu contre Mackenzie Dern. Fait que très très haut niveau de grappling qui se transmet bien jusqu'à présent là, en MMA. Évidemment, elle veut amener là, le combat au sol, c'est son dada. Puis une fois au sol, non seulement elle est super dangereuse avec les subs, mais elle a un ground and pound assez nasty pour quelqu'un qui commence en MMA. Les 12-6 elbow, relentless là, quand elle est on top, grosse pressure. Oui, elle traite avec les subs, mais elle essaie de faire du dégât, quelque chose que j'aime bien. Oui, contre Irina Alexeva, son UFC début. 36 coups significatifs, mais 61 strikes là, overall. Puis la majorité, là, c'est des ground strikes. Fait que très très active une fois on top. Elle est forte physiquement, elle peut avoir des takedowns du clinch, elle peut shotter des takedowns un petit peu plus classiques. Des fois, par contre, si elle shot un double leg de l'extérieur, c'est un petit peu plus prémédité puis facile à défendre là, pour ses adversaires. Donc, très très live là, pour une grosse performance à mon avis. Puis de l'autre côté, Rendon, pour de vrai, l'autre Bia Mesquita, on a tendance à dire super jiu-jitsu, peut-être son striking est bof, mais Rendon, à mon avis, elle n'a pas un meilleur striking que Bia Mesquita. Je pense que pour les échanges debout, ça risque d'être assez compétitif. Monty Rendon, elle met de la pression, oui, mais son striking n'est vraiment pas élégant. Souvent, on dirait qu'elle court après ses adversaires en lançant des punches en même temps. Vous pouvez aller voir le contre Alice Pereira, c'est littéralement ça qui se passe là, pour plusieurs échanges. C'est vraiment pas chic. Elle est physique, il faut lui donner, elle a un bon gabarit pour la division. Elle est forte, puis habituellement, c'est elle qui cherche à mixer les takedowns, justement parce que debout, elle n'est pas très douée. Donc, elle shot des takedowns dans tous ses combats, du moins de haut UFC level, sur la scène régionale aussi en partie. Là. Mais ça serait clairement à son détriment ici si elle essaie d'employer un grappling game plan, de mixer le clinch, le wrestling, whatever. Je pense que ça va clairement se revirer contre elle. Soit elle va se faire sub du bottom ou elle va se faire reverse puis contrôler, voire finir par une soumission à son tour. Fait que je pense pas que c'est un super bon match-up pour elle.
Encore une fois, je pense que tôt ou tard, le combat va se passer au niveau du grappling, que ce soit Rendon qui shot ou que ce soit Mesquita. Évidemment, plus de chances que ce soit Mesquita, mais vu l'aisance de Rendon à opérer au sol, je pense que ça va vraiment lui nuire ici. Puis on s'entend, le ceiling des deux combattantes est clairement à l'opposé. Monty Rendon qui est borderline UFC level à mon avis, puis Mesquita, je pense que c'est à peaufine un petit peu son striking, puis elle est sérieuse, là, elle a de quoi percer le top 15, le top 10 là, aisément là, dans cette division-là. Bantamweight qui est pas super, pas super stack comme division justement, voire même le top 5 là, avec, à bien y repenser. Donnez-moi Bia Mesquita. More likely une sub, on s'entend, c'est ça son dada. Mais je pourrais voir du ground and pound également. Fait que, écoutez, je pense que la subline est genre à moins 150. Là. Encore une fois, il n'y a plus grand chose à gruger là, autour de l'os. Knockout prop, si vous croyez au TKO, je pense qu'il y a du plus 400-500. Moins likely. Mais who knows, si elle a de la misère à se soumettre, là, Rendon, elle pourrait décider de juste la smasher avec des elbows. Vous voyez le ITD à moins 185, moins 170, sub, plus 100. OK, plus monnaie, c'est déjà un peu plus attrayant, mais encore une fois, plus 100 pour un sub prop, c'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Mais bon, bref, prédiction finale, le pick, c'est Bia Mesquita par soumission contre Montserrat Rendon. Next, on a the Battle of the Whole Man. On a Brad Tavares versus Eric Enders. Deux vétérans du UFC. 21-11 pour Tavares, 17-9 pour Enders. Pratiquement un coin flip là, au niveau des odds. 38 ans pour les deux gentlemen. Un combat chez les middleweight. Pour la taille, 6 pieds 1 pour les deux. Et la portée, un pouce de plus là, à l'avantage de Enders. Donc, rien de très, très significatif. Si on regarde la communauté, vous voyez, c'est pratiquement un coin flip aussi. Léger lean du côté de Enders. Puis les odds, justement, qui ont flippé, je pense, là, aujourd'hui, on va checker ici. Sont où? Donc, vous voyez, Brad Tavares, ok, ça joue vraiment au yo-yo. Là. Vous voyez, là, Enders qui était favori tout à l'heure, finalement, c'est Tavares qui est revenu, mais ça reste près des 50-50 là, au niveau des cotes. Mon conseil pour ce fight-là, c'est tenez-vous-en loin. il y a vraiment des gros red flags là, des deux côtés. Si on commence du côté de Eric Enders, c'est son combat de retraite. On sait, c'est jamais bon signe quand un combattant annonce sa retraite. C'est très très rare que ça va à leur avantage. Il y a Robbie Lawler dans mes souvenirs qui a eu du succès, mais sinon, j'ai pas trop souvenir là, d'un combattant qui a eu de la chance de ce côté-là. Vous voyez Enders là, qui est au UFC depuis 2017, du côté de Tavares. Je pense que Tavares, ça fait quelque chose comme 18 ans là, qu'il combat là, en MMA professionnel. Au UFC depuis 2010. Là, vous voyez, c'est clairement le 2-2-2 vet. Eric Enders, toujours eu des up and down, je dirais. C'est un combattant correct, mais c'est surtout un très bon athlète. C'est le même que j'aurais tendance à le qualifier. Des mains pesantes, tendance à mixer le clinch, le grappling, quand il essaie à son avantage, encore une fois. Peut-être pas le plus technique là, de voir, à mon avis. Du côté Southpaw, ça peut donner de la difficulté aussi. Mais vous voyez, là, au UFC Level, il est arrivé win-win, loss, win, 3 loss, 2 win, 2 loss. Fait que, toujours été là, coup-ci, coup-ça. C'est un combattant qui était reconnu pour être extrêmement durable également. Donc, très difficile là, à terminer. Je pense que c'était fait knocker une fois early on, au UFC Level contre Thiago Santos. No shame, je veux dire, Thiago Santos ne s'appelle pas The Hammer pour rien, surtout en 2018, là, donc c'est fait sleep ici. DKO loss, on va dire comme ça, mais sinon, il ne s'était jamais fait terminer. Même, est-ce qu'il s'était déjà fait knockdown? Khalil Rountree qui l'a knockdown 4 fois, oui. Mais à part ça, ça a été long, là, vous voyez. Et Khalil qui l'a knockdown, puis après ça, ça a pris beaucoup de temps, jusqu'en 2023 contre le chum Marc-André Barriault. Grosse guerre. Marc-André Barriault qui a gagné cette Fight of the Night-là. Si jamais vous voulez aller le voir, c'est un banger. Puis justement, Eric Enders qui a tenu jusqu'à la décision, mais il s'est fait drop ici. Commence à avoir du millage. C'est vraiment ces combats suivants qui sont des gros red flags, là, à mon avis. Il est revenu avec une victoire par décision contre Jamie Pickett. Mais pour être Jamie Pickett, c'est un des pires middleweight, je pense, qu'il y a eu dans la division. Puis non seulement ça a été un
une performance très mais il s'est fait drop par Jamie Pickett. Donc, se faire knockdown par Jamie, c'est vraiment pas un good look. Puis son combat suivant, oui, il a gagné, mais au premier round, il s'est fait drop par le ghost de Chris Weidman. Chris Weidman, qui est plus reconnu pour être un lutteur. Oui, il a knocké Anderson Silva, mais je pense qu'il faut pas dire que Chris Weidman, c'est un striker élite et puissant pour autant. Fait que c'est fait drop au premier round. Bad look. Encore une fois, il a réussi à survivre au Early Storm. Tant à récupérer de façon quand même décente. Puis il est revenu avec le TKO au deuxième. Puis son dernier combat, ben là, c'est là ça n'a pas passé. Il s'est fait éteindre là, par Chris Leroy Duncan. Je me trompe pas, il se fait clip avec un spin elbow. J'ai un petit blanc, mais bref, il se fait finir peu après. Fait qu'il a perdu KO TKO au round 1. Fait que je pense qu'il y a vraiment eu une dégradation flagrante au niveau de la durabilité de Eric Anders. Il se fait plus âgé, il a du millage, il a fait des guerres, puis là, il s'en va là, à la retraite. Un petit peu inquiétant, à mon avis. Puis du côté de Brad Tavares, clairement qu'il y a une régression là, également. Ce gars-là, c'est une machine à décision. Plus un striker pur, je dirais. Beaucoup plus technique, debout. Meilleure gestion de la distance, long range. Il est plus efficace, il mixe bien les mains, les jambes. Better footwork, for sure. Je pense qu'Enders a l'avantage de physicalité et de grappling, mais Brad Tavares a toujours été reconnu pour avoir un très bon anti-grappling, donc qui est difficile à amener au sol. Dernièrement, un petit peu plus de crack dans ce dossier-là, faut le dire. Là. Pas de cachette ici. Mais reste que ça ne sera pas facile pour Eric Anders d'amener un Brad Tavares au sol. Puis sinon, debout, je vois Brad Tavares être un peu plus mobile, pick and move, puis cumuler des points. Souvent, on dit de moment winner versus de minute winner. Là, je pense que dans ce cas-ci, Brad Tavares il va gagner la plupart des minutes. Puis Eric Anders, ça va lui prendre des gros moments pour renverser la vapeur. Puis Brad Tavares, oui, s'est fait KO son dernier fight. Je pense que sa durabilité elle commence à être effritée aussi, mais il a toujours été reconnu pour être susceptible de se faire blesser KO TKO. C'est pas nouveau. Je veux dire, c'est pas nécessairement comme Eric Anders que ça a passé d'un super tough guy à je me fais crack sans arrêt. Brad Tavares, ça a toujours été le cas. Je veux dire, c'est arrivé souvent dans le passé qu'il s'est fait blesser, voire TKO. Clairement que ça va pas en s'améliorant là, à son âge, mais c'est moins un gros red flag de ce côté-là, à mon avis. Est-ce que Eric Anders pourrait clipper? For sure. Il y a des mains très pesantes. Mais j'ai l'impression que ça va être un combat qui va aller là, à la décision, puis du côté de Tavares. Puis dernière chose, les deux c'est des vets, mais je pense que Tavares, tout au long de sa carrière, il a un avantage d'expérience tout de même. Il a opéré à un niveau un peu plus élevé là, que Eric Anders. Si on monte loin, là, vous voyez ici, là, il a perdu ici. Il est allé à la décision contre Yoel Romero, même s'il a perdu. Ça n'a pas bien été, mais il s'est battu contre Robert Whittaker, contre Israël Adesanya. Donc, il a affronté des combattants beaucoup plus haut niveau, à mon avis, au fil de sa carrière qu'un Eric Anders. Donc, un autre point important là, à soulever. Fait que, tu sais, overall, là, je ne ferai pas de pic confiant là-dessus. Je vous conseille juste de regarder ce fight-là bien assis dans votre salon puis d'enjoy. Avec les deux vets, je pense qu'on va probablement avoir un combat surprenant, divertissant. Mais en termes de bêtes, là, c'est très très chaud à parier. Là, je pourrais voir là, une surprise d'un côté comme de l'autre. Même un Brad Tavares qui pourrait knocker un Eric Anders qui s'en vient là, à la fin de sa carrière. Who knows? Fait que le pick, ça va être Brad Tavares. Mais faites, soyez prudents là, avec ce combat-là. Prochain combat, il y en a un qui est très intéressant. On a Bolaji Oki versus Manuel Sosa. 10-3 pour Oki, 13-1 pour Sosa, qui est un favori décent ici. Puis je l'aime bien, là, je vais vous avouer, là, en ce spot. 30 ans pour Oki, 28 ans pour le Brésilien. Un combat chez les lightweight. Pour la taille, 1 pouce de plus là, du côté de Oki à 5 et 10. Et tout de même 3 pouces de plus de portée. Communauté over Sosa, qui est mon side également. Niveau de odds, SQ, des line movement, moins 270, plus 230, donc pratiquement là, identique. Puis, écoutez, on va commencer du côté de Souza. Ce gars-là, c'est un tank. C'est son UFC début. Il arrive de Contender Series. Un combat vraiment nice. Sur le début, un petit peu moins divertissant, on va se le dire. Mais si on regarde le combat dans son ensemble, contre un bon combattant entre Christian Perez puis
Souza, il se fait takedown, il se fait contrôler là, pour les 2 premiers rounds. On va aller voir un petit peu les stats, ça va vous donner une meilleure idée. Là. Mais bref, il se fait amener au sol, il se fait contrôler pour la majorité là, des 2 premiers rounds. Il essaye de se relever, il travaille, mais Christian Perez qui réussit à le contrôler. Vous voyez, 4 minutes 35 de contrôle au premier, 3-11 au deuxième. Puis Christian Perez qui fatigue, Manuel Souza au troisième, défend les amener au sol. C'est un combattant qui est très athlétique, qui est très fort physiquement, qui cogne extrêmement dur, mais aussi qui a un excellent cardio. Au troisième round, après s'être fait contrôler pendant tout ce temps, il est encore super explosif, il swing, mais il reste quand même defensively sound. Puis finalement, il knock out Perez, un beau TKO. Perez qui shot des takedowns, Souza qui est intelligent, qui n'embarque pas dans son grappling, il place 2-3 body shots, désengage, il laisse se relever, rinse and repeat. Finalement, il va chercher le gros finish là, au troisième round après s'être fait dominer pendant les 2 premiers. Fait qu'un beau comeback. Puis sinon, j'attire votre attention aussi. Il y a quand même une bonne expérience. Vous voyez, LFA, Bellator, PFL, CFFC. Il a affronté des bons combattants également. Puis il y a même une victoire là, contre quelqu'un que vous connaissez certainement, Mauricio Ruffi, sur la scène régionale. Puis non seulement il a battu Ruffi, il a knock the fuck out au deuxième round. KO assez impressionnant, là, je vais vous avouer. Puis on voit de quoi Ruffi est capable en ce moment. Je pense vraiment que Manuel Souza, c'est un combattant qui a du potentiel. À part ça, il y a une loss sur la scène régionale contre Archie Colgan à Bellator. Puis si vous connaissez Colgan, vous voyez 10-0 à l'époque. Là, c'est un extrêmement bon lutteur. Puis justement, c'est comme ça qu'il a réussi là, à vaincre là, Souza en takedown à maintes reprises, garder un bon contrôle tout le long du combat. C'est sa seule défaite. Mais debout, ce gars-là est dangereux. Même au sol, il peut être tricky avec les subs. Souvent, il va avoir tendance là, à gripper les bras. S'il n'est pas capable d'avoir le sub, il va essayer de s'en servir pour obtenir un reverse, créer de l'espace, se relever. Un peu raw comme Get Up Game, là, il sert beaucoup de son athlétisme puis de sa physicalité. Mais encore une fois, quelque chose que j'aime, je l'ai mentionné déjà, là, mais c'est que son pop et son explosivité, elle perdure tout au long du combat. Il est aussi dangereux en commençant le combat qu'en le terminant. Donc, Souza, je l'aime bien, je ne vais pas vous le cacher. C'est un mec très dangereux, c'est un sauvage. Puis du côté Bolaji Oki, on a un profil quand même semblable, dans le sens où c'est un autre combattant qui est très athlétique. Ces 2 gars-là, ils ont des gifs de la nature là, au niveau là, de l'athlétisme, c'est sûr et certain. Mais je le trouve inférieur en plusieurs points. First, oui, il y a de l'expérience au UFC level, il faut faire attention. L'autre, c'est son premier combat. Mais si on regarde qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il nous a offert à ce niveau-là, c'est pas splendide. Là. Il y a eu une split decision contre Timmy Kwamba à son premier fight. Bolaji Oki, c'est un 155 livres. Là. Timmy Kwamba, il se bat maintenant là, chez les 135. Puis il a gagné par split decision. Il a été back and forth là, contre Timmy, qui est un combattant correct, mais je veux dire, pas non plus rien du calibre là, de Manuel Souza, ou du moins avec le même facteur danger, explosion, etc. Contre Chris Duncan, c'est épique. Allez le voir si vous ne l'avez jamais vu, là, Oki contre Chris Duncan. Je parlais de Fight IQ tantôt. Bolaji Oki, je pense qu'il y a une grosse faiblesse à ce niveau-là. Oki qui place les meilleurs coups debout, qui outstrike Chris Duncan à distance. Puis Duncan qui initie un peu clinch. Oki décide de le take down. Fine, il se relève, mais tu sais pourquoi l'amener au sol quand tu le piece up debout. Puis ça se repasse une deuxième fois, puis il met sa tête dans le guillet direct de Chris Duncan, qui est reconnu pour avoir une guillotine extrêmement serrée. Donc c'est Oki qui amène le combat au sol alors qu'il domine clairement debout, tombe dans la guillotine. On ne sait pas trop s'il est là ou non. On dirait qu'il est encore conscient. Un moment donné, Chris Duncan, il lâche la prise, sûrement qu'il avait les bras qui étaient vraiment là, qui avait drainé, il n'y avait plus d'énergie. Lâche la prise, puis on se rend compte que Oki est juste endormi sur le top. Il a pas à s'ordre carrément sur Duncan. Il n'a pas tapé, mais il s'est endormi dessus. Fait que Duncan qui s'enlève et qui gagne le combat de cette façon-là. Un genre de meme win, là, c'est quand même assez drôle. Combat suivant, Oki. Victoire unanimous decision contre Michael Aswell. Aswell a pris le combat à genre 3 jours d'avis.
une catégorie de poids plus haute, c'est un 145 livres. Puis vous voyez, il gagne par décision unanime, là, mais il se fait toucher à Aswell. Il se fait toucher 118 fois par Michael Aswell. Oki qui ralentit un peu là, en fin de combat. Oui, je veux dire, il n'a pas l'air compromis ou blessé ou whatever, mais tu t'attends pas à ce genre de performance-là. Tu t'attends à un petit peu plus. Puis je pense justement que Aswell, il n'y avait pas nécessairement le pop, la puissance pour se faire respecter par Bolaji Oki. Reste que ça a été 3 rounds là, back and forth. Je pense qu'Aswell, il en a gagné minimum un là, sur la carte des juges. Ouais, vous voyez, 29-28 sur la carte des 3 juges. Puis, ben, son dernier combat, on avait un straight bet sur Mason Jones. Props à nous autres. Oki qui réussit à avoir un knockdown early au premier round. Oui, knockdown Mason Jones, mais tu vois qu'il n'est pas... il n'est pas out, là. Il est là, il contrôle qu'est-ce qu'il fait. Oki qui unleash, qui essaye, il pousse le pace là, à fond pour essayer de le terminer. Mais Mason Jones qui est encore... là, finalement, la vapeur, elle reverse rapidement. Oki qui se fatigue, qui se fait dropper à son tour, qui se fait take down. Ça, baptême Mason Jones qui termine là, au deuxième round. Fait que pas un super bon look. Puis contre Manuel Souza, honnêtement, je pense que ça va être une tough night pour Oki. Je pense que c'est un très très bon hammer, mais nail un petit peu moins. Son menton, il est suspect. Je pense qu'il a un moins bon cardio que Souza. Puis je pense aussi qu'il n'est pas habitué de faire face à des gars qui vont matcher son athlétisme à lui-même puis sa physicalité. Il va être dangereux en début de combat Oki, mais Manuel Souza, on l'a vu en manger des grosses patates, là, que ce soit à Contender Series ou sa scène régionale. Il est capable d'en prendre. Je pense qu'il y a un avantage de durabilité ici. Je pense qu'il y a l'avantage de cardio, l'endurance. Je pense que sa puissance, ça perdure mieux dans le temps. J'ai vraiment l'impression là, que Manuel Souza, il va gagner son UFC début ici. Puis c'est même un favori là, que j'aime bien cette semaine, là, même si c'est son premier combat là, dans la Big League. Donnez-moi Manuel Souza. Je pense qu'il va finir Bolaji Oki. Next up, on a Elijah Smith qui va affronter Su Young Yu. Un combat chez les Bantamweight, 9-1 pour Smith, 16-3 pour Yu, qui est un gros underdog ici. 23 ans, donc tout jeune là, pour Elijah, 30 ans pour le Coréen. 5-9, 5-6 et 71 pouces de reach, là, donc 6 pouces de plus pour Elijah. C'est quand même assez massif comme avantage. Communauté du côté de Smith, là, de façon assez là, majoritaire. Puis au niveau des odds, est-ce qu'il y a du changement? Voyons voir, est-ce plus basse? Je pense que ça n'a pas trop bougé depuis. Moins 270 là, pour Smith. Smith, c'est mon pick, mais je me garde quand même une réserve là, au niveau confiance. Pourquoi? Ben, on l'a dit, il y a 23 ans. Quand même green encore. Elijah Smith, c'est le fils d'un vétéran, un combattant professionnel. Son nom m'échappe, là, mais je pense qu'il s'est battu dans les premières saisons de Ultimate Fighter. Bref, c'est pas lui qui se bat, mais il a été élevé là, dans les arts martiaux. Il pratique depuis son tout jeune âge. Mais reste qu'il n'y a pas une super grosse expérience. Là, il a commencé son parcours professionnel en MMA, ça fait peut-être 3 ans et demi, même s'il pratique depuis vraiment longtemps. Un combattant qui est polyvalent, bonne lutte, très très athlétique là, et rapide. Par contre, justement, c'est plus au niveau du fight IQ des fois que je pense que il peut avoir des lacunes. Puis au niveau du striking également, on voit dans les combats, son dernier combat, il n'a même pas eu besoin là, d'encaisser. Mais par exemple, contre Vince Morales, debout, quand il se fait tag avec des bonnes shots, tu vois qu'il n'est pas encore tout à fait à l'aise d'encaisser les shots. Ça peut créer des grosses réactions là, chez lui. Dans le même combat contre Vince Morales, d'ailleurs, il se retrouve dans des positions compromettantes. Des fois au sol, en position dominante, ben, il va se précipiter pour un sub-attempt, mais sa position n'est pas sécurisée, par exemple, puis il va se faire reverse, puis se mettre dans l'eau chaude à son tour. Vous voyez, 3 sub-attempts du côté de Morales, puis ça a été chaud, là, je ne vais pas vous mentir. Là. C'est au deuxième round, Elijah Smith se retrouve dans un Dars quand même assez serré. Réussit à fight out of it, fine. Ensuite, un Peruvian necktie, si je ne me trompe pas. Mes Jiu-Jitsu friends, vous pourrez aller vérifier si je me trompe de sub-attempt ou non, mais c'est quand même très serré, puis je pense que c'est une spécialité de Morales. Réussit à s'en sortir. Puis la dernière, c'est au round 3. Je pense qu'il reste
peut-être 12 secondes au troisième round. Puis Vince Morales dans le dos qui va chercher le back, qui est vraiment en dessous du cou, c'est super serré. Tu vois la panique un peu dans le visage de Smith. Puis si le combat se terminait pas, je pense qu'il y aurait probablement, là, du moins il y a des bonnes chances que ce serait fait là, choked out. Fait que même s'il est super explosif, son striking est décent, bon jab, bonne portée. Sa lutte solide, il est encore un petit peu green à mon avis. Il va faire du progrès d'un combat à l'autre, là, c'est sûr et certain. J'imagine qu'il ne s'est pas battu depuis 7 mois. Fait que c'est sûr qu'on devrait voir normalement une meilleure version de lui s'il prend ça là, au sérieux. L'expérience se cumule, etc. Mais j'ai quand même une petite réserve là, de son côté. Son dernier fight contre Toshomi Kazama, gros slam knockout assez impressionnant. Debout, domine au sol. Bon scramble quand Tashomi essaie d'improve sa position, d'aller créer des tentatives de sub, il bouge bien, il fait des bonnes choses, puis il va chercher ultimement un gros slam knockout. Donc, good luck. Je pense que Su Yung c'est quand même un défi un petit peu plus gros. Peut-être pas autant que Morales. Morales est quand même solide. Su Yung c'est un bon journeyman, là, mais encore une fois, un genre de généraliste, mais il a plus tendance à edger avec son grappling. Donc, contre Elias Smith, qui est très athlétique puis qui a une bonne lutte, ça va peut-être venir s'annuler justement pour avoir un petit peu plus d'échange de bout. Un peu à l'image de son dernier combat contre Xiao Long, qui se battait contre Cody Garbrandt la semaine dernière. Su Yung qui essaye d'avoir des takedowns, mais qui ne réussit pas. Donc, ça se passe pour la grande majorité du combat à distance. Kind of low volume. Fatigue au round 3. C'est pas un super bon look également. C'est un combat personnellement que je donnais à Xiao Long après réécoute, mais les juges écoutés en ont décidé autrement. Vous voyez, ces combats précédents, niveau striking, c'est assez low volume, c'est assez serré en général. C'est vraiment avec ses takedowns et son contrôle qui va aller edger ses victoires. Puis c'est quelque chose qui va être difficile, à mon avis, là, ici. Mais reste encore que debout, ça pourrait être serré par moment. On pourrait voir des reverse, des scrambles un petit peu weird. Elias Smith, il y a encore beaucoup de choses qu'il faut apprendre sur lui. Su Yung il a quand même beaucoup plus d'expérience. Là. Il a 11 ans de carrière professionnelle, il a 19 combats. Fait je pense qu'il y a peut-être quand même les capacités de rendre ce combat-là plus compétitif que ce que les odds impliquent. Elias Smith, ça va rester mon pick, mais personnellement, je ne suis pas super intéressé par son money line ou l'utiliser en parlay piece. Je vais en apprendre un petit peu plus sur lui là, avant de le pick là, avec confiance. Mais d'après moi, il devrait gagner là, ce match-up-là. Up next, on a un heavyweight clash très intéressant. Steven Asplund versus Vitor Petrino. 13-2 pour Petrino, 7-1 pour Asplund. Moins 235, donc quand même un bon favori là, du côté de Petrino. 28 ans, 27 ans, les deux ce sont des baby heavyweight. Petrino qui a pesé à 248,5 livres et Asplund à la limite pratiquement 265,5. D'après moi, il coupe un peu de poids là, pour faire la limite là, de la catégorie. 6 pieds 5, 6 pieds 2. La portée, par exemple, qui est presque identique, le 0,5 pouces de plus pour Asplund. Communauté qui est quand même partagée, quelque chose qui me surprend là, par rapport aux odds, mais aussi par rapport au narratif là, du combat. Pardonnez-moi. Si on regarde ici, là, Petrino, moins 225, fait que il n'y a pas eu trop de line movement. Si on commence là, du côté de Petrino, un ancien 205 livres, vous vous en souviendrez là, peut-être, ça va être son troisième fight, je pense, chez les heavyweights. Si vous voyez ici, là, petit run là, à 205 livres qui lookait quand même good au départ, est allé à la décision contre Tyson Pedro, une performance un peu moins impressionnante. Puis il s'est fait finir là, à 2 reprises. Là. First, une grosse fluke loss. J'étais high en plus sur Vitor Petrino dans ce combat-là. Il shot un takedown. Anthony Smith qui saisit la guillotine, termine Petrino. C'était un énorme upset. Je suis curieux de voir là, c'était quoi les odds là, de ce combat-là quand c'est arrivé. Mais je me souviens que ça avait fait mal là, à mon porte-monnaie. Vitor Petrino, il était moins 400 contre Anthony Smith. Donc, fluke loss ici. Puis, il s'est fait knocker 3e round là, contre Dustin Jacoby, qui est un kickboxer élite, il faut le dire. Puis, depuis montée de catégorie, Petrino, je pense, faisait une énorme coupe de poids là, pour faire 205 livres. A soumis Austin Lane, premier round dans son début chez les heavyweight. Puis, il revient d'une victoire par KO contre Thomas Peterson, qui est un combattant
très mid. Ça a été peut-être un petit peu plus chaudement disputé que ce qu'on aurait voulu contre un Thomas Peterson. A essayé beaucoup de takedowns, vous voyez 1 sur 6. Finalement, a réussi à en avoir un sur la totalité, mais c'est pas avec le grappling qu'il a réussi à dominer. Même Peterson qui a shooté à plusieurs reprises de façon surprenante. Mais je pense qu'il y a un background là, de lutte, mais on le connaît un petit peu plus là, il a tendance à boxer un peu plus là, au UFC level. Mais bref, Petrino qui va chercher un gros KO là, début du troisième round. Puis Peterson qui est un partner d'entraînement de Steven Asplund. Asplund qui a été signé à Contender Series pas plus tard que cet été. Vous avez vu sa photo, là, vous allez le reconnaître. Donc, il a gagné à Contender Series en 16 secondes là, contre Anthony Gurasasio. Je pense que c'était un combat qui était... Je sais pas s'il était négligé, mais il était pas loin sinon. Puis il a fait son UFC début contre Sean Sharaf. Personnellement, j'étais sur Sean Sharaf ici. Pourquoi Steven Asplund a une défaite en carrière, puis c'est même contre un autre combattant qui est rendu au UFC, en Denzel Freeman, il s'est fait knocker d'ailleurs par Josh O'Kitt récemment. Vous allez le reconnaître, je suis pas mal sûr. Freeman qui a un gros background de lutte. Dans ce combat-là, justement, Denzel Freeman est takedown à souhait Asplund. Il fait pratiquement ce qu'il veut avec au sol, puis il va l'étrangler, le choker pour la victoire. C'est arrivé dans un autre combat sur la scène régionale. C'est-tu contre Kovacs? Je suis plus certain, il faudrait que je vérifie. Mais bref, un de ces combats à LFA, un de ces deux-là ici, Asplund qui se fait ragdoll au sol en début de fight, mais son adversaire qui se fatigue. Puis Asplund, il faut lui donner pour un heavyweight. Il y a un cardio élite, il y a un volume élite. Il y a de la puissance dans ses mains. Donc, si son adversaire fatigue et qu'il n'a pas réussi à kill Asplund, c'est clair qu'il take over. Il y a tellement un gros output pour les heavyweights. Puis justement, dans son dernier fight, mon pick, c'était Sean Sharaf. Pourquoi? Sharaf, il est capable d'amener le combo au sol, de contrôler. C'est un big dude quand même. Finalement, Sharaf, je ne sais pas c'était quoi son game plan en arrivant là. Il a shooté un takedown, je pense, au deuxième round. Mais le mal était déjà fait. Là. Vous voyez, il a encaissé 71 coups significatifs. Quand je parle de volume, là, 71 coups significatifs au premier round, 99 au deuxième round avant que l'arbitre intervienne. Il s'est fait dépecer. Je ne sais pas ce que Sean Sharaf avait en tête en arrivant à ce combat-là. Il fallait qu'il amène le combat au sol. Il ne l'a pas fait. Ça s'est retourné contre lui. Puis j'ai l'impression que c'est un peu la même chose dans cette fight-là. Et si oui, Vitor Petrino, il a un striking décent, mais c'est un big dude, très musculaire. Puis s'il n'emmène pas le combat au sol rapidement, je veux dire, il pourrait clip Asplund. Petrino, il frappe comme un truck, mais ça serait vraiment pas le path to victory le plus wise, à mon avis. Si Petrino se fait extend, on pourrait le voir fatigué. Puis si c'est le cas, Asplund, il va take over. Puis ça va être la même chose que contre Sean Sharaf, à mon avis. Petrino, il faut qu'il shot un takedown dans la première minute, c'est ce que je pense. Si c'est ça qu'il fait, je suis pas mal certain qu'il va aller chercher une victoire par sub assez aisément ou voire TKO. La sub, most likely, à mon avis, Asplund, c'est un tough dude. Là, il va être difficile à TKO, j'ai l'impression. Mais écoutez, si c'est pas ça qu'il fait, Petrino il décide de juste swing and bang debout, ça peut très bien se revirer contre lui. Mon pick officiel, ça va être Petrino. J'ose croire qu'il va utiliser un bon game plan. Puis écoutez, j'ai pris Sean Sharaf contre Asplund pour ces mêmes raisons-là. Je pense que Petrino, c'est un bien meilleur lutteur et grappler là, que Sean Sharaf. D'ailleurs, Petrino qui a été promu là, à sa Jiu-Jitsu Black Belt, je pense, dans les semaines précédentes. Donc, ça va au sol. Je pense que c'est vraiment one-way traffic. Mais je vous le dis, là, s'il ne réussit pas à le finir au sol ou s'il n'essaie pas de l'amener au sol, ça va être un combat vraiment plus chaud que ce que les odds indiquent. Puis je pense que Asplund, il pourrait knock out Petrino là, late. Fait que, bref, le pick, c'est Vitor par soumission early. Mais encore une fois, soyez prudents. C'est vraiment pas mon favori préféré de la carte. On a vu quelques-uns que je préférais en début de carte. Puis on va en avoir d'autres là, un petit peu plus par après. So, let's go, Team Petrino pour ce combat. Prochain combat, Chris Curtis versus Mick Tibek Ororbay. Je pense que ça va être un banger ici. Puis honnêtement, c'est un underdog qui me démange cette semaine. Est-ce que je vais en arriver là? Je ne sais pas là, en termes de paris. On a 32-12 pour Chris Curtis, 15-2 pour Ororbay qui est un gros favori. 38 ans pour Curtis qui commence à se faire un peu plus vieux. 28 ans pour Ororbay, donc quand même un gap de 10 ans
d'écart. Combat à noter là, chez les welterweight, donc d'un côté comme de l'autre. 5 et 10, la taille identique, 75,5 pouces de portée, 74, léger avantage pour Curtis. Communauté all over Oral By, moins 350. On va voir si ça a bougé. Je pense que c'est peut-être même un plus gros favori que ça. Encore. Voyons voir de quoi ça a l'air. Bon, un petit délai, ça load. Écoutez, on regardera le temps que ça load. Ah, ok, on l'a. Chris Curtis, moins 340. Ok, fait qu'encore semblable, ça n'a pas bougé tant que ça. Je m'attendais à un plus gros line movement. De l'argent qui rentre un petit peu plus sur Chris Curtis. Puis je comprends pourquoi. Je pense que c'est un underdog qui est live cette semaine. Chris Curtis, ça fait quelques mois qu'on l'a pas vu se battre. D'habitude, il se bat tous les 2-3 mois. Il est super actif. Mais vous vous souviendrez peut-être de l'épisode où il est rentré sur la scène régionale. Un de ses partners, je pense, qui a perdu whatever. Puis son adversaire s'est mis à l'insulter, lui puis Sean Strickland sont rentrés dans la cage, sont allés le taper ou quelque chose de même, fait qu'ils ont été suspendus là, une couple de mois, assez fun fact, mais bon. He's back, puis il est back chez les 170 livres. C'est quelque chose qu'on aime moins en général, un combattant plus âgé qui descend de poids. C'est souvent un red flag. Puis on l'a vu d'ailleurs, Oral By, son dernier combat contre Jack Hermansson. Hermansson qui a fait son premier combat à 170 livres alors qu'il se fait super âgé puis qui revenait de défaite par knockout. Là, c'était peut-être pas le move le plus wise. Par contre, à noter que Chris Curtis, ça n'a jamais été un énorme 185 livres. Puis que dans sa carrière, il a joué un peu au yo-yo entre la welterweight division puis la middleweight division. Fait que c'est pas la première fois qu'il descend à 170 livres. Il l'a déjà fait là, dans le passé. Au UFC, par contre, il a plus combattu chez les middleweight, puis il a affronté des bons gars là, dans la division. Il a donné des good scraps à des dudes haut niveau. Phil West, dans le temps, il y avait beaucoup de hype sur lui. Je me souviens, c'était un gros underdog. Le upset ici. Knocké Brendan Allen, qui est un des top contenders de la division. Rodolfo Vieira, qui est un bon jiu-jitsu guy, mais qui est peut-être un petit peu moins élevé, on va le dire. Jack Hermansson s'est battu contre lui quand il en avait encore à donner. Gros knockout contre Joachim Buckley, qui est aussi d'autre de la division. Il a perdu contre Kelvin Gastelum, ancien champion, mais c'était un combat serré. Il était à la guerre contre Nassourdine Imavov, no contest. Gros scrap avec Marc-André Barrios, on se souviendra. C'était à Toronto. Rematch contre Brendan Allen, ça a été une split decision. Ça aurait probablement pu aller d'un côté comme de l'autre. Sur 5 rounds, Allen qui a eu le nod ici. Avant-dernier fight, il a perdu par knockout contre Kopilov. C'était une grosse scrap. Je pense qu'il aurait perdu cette fight-là sur la carte des juges. Mais je pense que ça aurait dû aller à la carte des juges aussi. Quand on tourne le voir, il reçoit un gros head kick. Il a sa main qui bloque, mais ça le sonne. Il met un genou à terre. Mais il reste une seconde au combat, puis l'arbitre il wave off ça. Je pense qu'il aurait pu attendre la seconde puis le laisser aller. Il n'était pas out cold, même s'il était très sonné. Là, on ne sera pas de cachette. Dernier combat, look un peu moins bien contre un old man Max Griffin, on va se le dire. C'était son retour à 170 livres. Gagné par split decision. J'ai donné le fight. Je pense qu'il a bien gagné, mais justement, je pense que pourquoi il a looké un petit peu moins bien ici. Sure, Chris Curtis, il n'est plus dans son prime, il ralentit. Mais il y a eu de la misère, pas mal, pardon. Là, il y a eu de la misère historiquement contre les combattants plus évasifs, plus mobiles, qui jouent outside puis qui ne veulent pas nécessairement trade avec lui. Puis Max Griffin, c'était ça, c'était in-out move. Il se déplace sur le back foot tout au long du combat. Il ne veut pas trop rentrer dans le firefight avec Chris Curtis. Puis c'est le genre de truc qui donne de la difficulté. Puis on l'a vu contre Jack Hermansson, c'est la même chose. Pendant 3 rounds, Jack Hermansson, il n'engage pas dans le firefight, il garde Chris Curtis loin, il pick and move à distance de kick. Puis d'ailleurs, Chris Curtis qui était très très frustré dans ce combat-là, on s'en souviendra. Fait que c'est pas un style match-up qui n'a jamais été facile pour Chris. Puis c'est pas pantoute ce que Mick Tibek Oral-By amène à la table. Puis avant même de suivre Chris Curtis, son style à lui, c'est quoi? C'est sparring everyday avec Sean Strickland. Il a une très bonne boxe technique, il a une belle défensive, il travaille super bien au corps. On l'a vu contre justement Buckley puis Phil West, il va encaisser tout ce que les dudes leur donnent au premier round, des gars super explosifs, athlétiques. Puis il travaille surtout là, au body, il ralentit, puis il finit par les briser finalement avec les body shots, puis il monte au visage. Bref, il y a des super bons setups, très très bonnes mains. Il kick de temps en temps, mais c'est un peu moins à sa game. C'est plus un pocket boxer. Puis du côté d'Oral By, un autre combattant qui a joué avec les catégories de poids,
Il était à 155 livres, croyez-le ou non, mais il a manqué le poids à quelques reprises. Il y a eu des catch weight à 160. Je pense que c'est un combattant qui se battrait à 165 livres s'il y aurait une division de la sorte. Mais là, c'est 170 au plus haut. Fait que, let's go. Je pense qu'il y a le frame ici je pense qu'il y a un bon frame pour la division. Là, à la Curtis, on l'a dit plus tôt, là, il y a un gabarit très semblable. Holby, c'est un dog. Je pense qu'il est moins technique debout. Il a une moins belle boxe. Mais il est rapide, il cogne dur, là, on ne peut pas se le cacher. Il a une très bonne durabilité. On l'a vu contre Rebecki. On a pensé à plusieurs reprises qu'il était fini, qu'il était mort. Puis finalement, ce n'était pas le cas. Un des meilleurs combats que j'ai vus. C'est tout le temps un plaisir de retaper ce fight-là. Horolbai contre Mateusz Rebecki. Puis écoutez, il a soumis Uros Medic, qui est une grosse lacune au sol. C'est un combattant qui aime mixer les takedowns. D'ailleurs, on y vient. Là. Vous voyez 5 takedowns ici, 2 takedowns, 3 takedowns. Il n'a pas eu besoin la dernière fois. Puis Chris Curtis, c'est pas un super bon jiu-jitsu guy, mais il a un très, très bon anti-grappling. Tout au long de sa carrière, il a été reconnu pour être très difficile à amener au sol. Il s'était jamais fait amener au sol au UFC level avant Nassourdine Imavov. Mais on s'entend, Imavov, puis même les autres gars qui l'ont amené au sol, Brendan Allen, c'est des colosses à 185 livres. Donc, il y a des gars beaucoup plus physiques là, que Holby. Même Kopilov qui est allé au Daghestan, surtout dans un striking battle. Ça fait 10 minutes que tu strikes, tu t'attends pas nécessairement à te faire shotter un takedown. Puis Kopilov qui a une lutte un peu sous-estimée. Il a shooté, il a amené au sol Gregory Rodriguez, puis d'autres gros doutes comme ça. Fait que bref, Holby, je pense que vu que Curtis est ralenti, il pourrait réussir à amener Curtis au sol. Mais je pense pas que ça va être facile de le contrôler. Curtis qui a un bon get-up game aussi. Puis au niveau du striking, je vois ça quand même serré. Comme je disais, Holby, oui, il a des mains pesantes, il n'est pas tout nu debout. Mais la défensive de Curtis, puis sa capacité de boxer dans le pocket, sa vision, ses counters, je pense qu'il est capable d'échanger puis de rivaliser avec Holby debout. Si on regarde la seule défaite de Holby, justement, c'est un combat où il n'était pas capable d'avoir du succès pour des longues périodes là, avec son grappling. Donc, l'anti-grappling de Rebecki était là. Rebecki qui est tout petit, il fait genre 5 et 8. Si c'est pas plus, pas moins que ça, là, c'est pas le même gabarit qu'un Chris Curtis. Rebecki, 66 pouces de range. Là, Curtis qui va en avoir pratiquement 10 de plus que ça. Puis bref, l'anti-grappling de Rebecki, mais aussi son willingness à échanger parce que Holby, c'est un autre pressure fighter. C'est pas quelqu'un qui va move outside sans arrêt. Fait que je pense que ça va être un genre de car crash avec Chris Curtis, puis que les deux vont avoir des gros moments. Puis même son dernier combat contre Hermansson, il l'a knocké au premier round. Hermansson qui était clairement compromis, rendu chini, la grosse coupe de poids 170 livres. C'était une recette pour le désastre, mais avant de se faire knocker, Hermansson, il outstrikait Holby pratiquement. Là, c'est lui qui plaçait le plus de coups, même s'il était sur le back foot, etc. Mais dans ce cas-ci, Chris Curtis, je ne sais pas qui va réussir à mettre l'autre sur le back foot. Je pense qu'ils vont se rencontrer au milieu puis qu'ils vont swinger. Curtis va défendre les amener au sol, va travailler le body. Pour de vrai, je pense que c'est un combat qui va à la décision à très high clip. Je pense que ça va être beaucoup plus compétitif que ce que les odds indiquent. Beaucoup de gens cette semaine, des cappers que j'écoutais, qui pensent vraiment que Chris Curtis va se faire knocker, qui est fini. Mais je pense qu'il y en a encore dans le tank pour donner une bonne scrap avec Holby. À ce prix-là, j'ai envie de l'aîner du côté de Chris. Là. Donc vous voyez, à plus 280, les odds sont quand même alléchantes. Je comprends que Holby soit favori, mais je trouve que les odds sont un petit peu wild, là, du moins de mon point de vue. Chris Curtis, à mon avis, va être capable de donner une bonne go. J'aurais tendance à dire roll-by décision, mais à ce prix-là, je pense que je vais sider du côté de Curtis. Là, du coup, on va être wild, ça va être mon premier underdog de la carte. On va pick Chris Curtis là, pour un gros upset contre Mick Tibek Roll-by, mais dans tous les cas, je pense que ça va être un super bon fight. Potentiel de combat de la soirée, là, à mon avis. Next, on a un autre fight intéressant. On parlait d'underdog, on en a un autre qui est live, à mon avis. On a Bruno Silva qui va affronter Charles Johnson. 15-7-2 pour Silva, 18-8 pour Charles, qui est le favori, à toute surprise, assez décent. 35 ans pour les deux gentlemen. Je pense que ça va être la fête, oui, à l'aube de ses 36 ans pour Silva. Combat chez les flyweight. 5 pieds 4, 5 et 9, donc bon avantage de taille pour Charles et 4 pouces de plus de range. Il y a un bon gabarit là, pour le flyweight, il faut y donner. Communauté qui est all over Johnson, ça me surprend également.
Y a-t-il eu des late line movements depuis la pesée? D'ailleurs, Charles Johnson, qui ne lookait pas particulièrement bien là, à la weigh-in, avait l'air un petit peu amorphe. Il a eu besoin du rideau là, pour faire le poids. Il l'a fait par contre. Puis Charles Johnson, on se souviendra qu'il s'est battu là, 6 semaines. Puis non seulement il s'est battu il y a 6 semaines, c'est un gros turnaround, un short notice fight, mais il s'est fait knocker pour la première fois de sa carrière. Très très bad luck. Vous vous souviendrez là, pour les Patreons, j'étais très high sur Charles Johnson. C'était un de mes combattants préférés de la carte. Un des fighters en lesquels j'étais le plus confiant contre Alex Perez ici. Puis finalement, il s'est fait knock-out au premier round. Puis non seulement knock-out, il s'est fait clip avec un gros left hook de mémoire. Il s'est fait knockdown. Mais ça aurait été mieux pour lui de se faire genre one shot knockout. Le combat se termine direct là. Là, il s'est relevé. Il a fait un bord puis de l'autre de la cage. Alex Perez, il l'a clippé je sais pas combien de fois. Il s'est refait knockdown. Wobble all over the place. Gros. Pour vrai, il a vraiment cumulé beaucoup de damage en très peu de temps. Vous voyez, 3 minutes 16, 39 coups significatifs. 2 knockdowns. Ça, c'est ici. Y a-tu des ground strikes? Ouais, il y a eu des ground strikes aussi. Il s'est fait piece up, on va se le dire, contre un old man Alex Perez qui est le shell de Perez sur le papier. Pour vrai, c'était un match-up tellement bon pour Charles Johnson sur le papier. Finalement, je ne sais pas s'il l'a pris à la légère ou whatever. Il s'est fait clip. Puis sinon, ben, au fil de sa carrière, Charles Johnson, c'est bizarre un peu. Il a tendance à shiner contre les gros tests. Puis à underperformer contre les combattants un peu plus mid. Au début, ça a été un peu plus tough pour lui là, au UFC level. Il y a eu une loss contre Mokaev, qui est un bon fighter. Win split decision, grosse guerre. Après ça, un beau finish, il faut lui donner. Puis ensuite, 3 défaites d'affilée. O.D. Osborne, split decision, c'est pas un super look. Cody Durden, il s'est fait expose, s'est fait takedown 11 fois. Je pense que il était très... comment dire, pas exposé, mais il y avait une faiblesse au niveau du takedown defense. Je pense que Charles Johnson, il faut lui donner, il a patché un peu cet aspect-là de sa game. Bon get-up game, par contre, qui est quand même difficile à contrôler, du moins maintenant. Raphaël Esteban, même chose, il a perdu, il s'est fait takedown contrôlé pour la majorité du fight. Ensuite, il y a eu une belle streak, il faut lui donner. Azat Maxum, Jake Ali, Josh Wavan, le champion, il l'a knocké au 3e round. Une de ses plus belles performances, de ses plus belles victoires du moins. Sumudaerji également. Puis ensuite, il a perdu contre Temirov, on y revient. Là. Grosse victoire contre l'honneur Cavana, qui, on sait, il vient de battre Brandon Moreno short notice au Mexique. Il a knocké au 2e round. Fait que vous voyez, il shine contre des gros combattants contre Cavana puis Josh Wavan. Puis il se fait knocker par Alex Perez, puis il se fait dominer par Cody Durden. Fait que on sait pas trop quel Charles Johnson qui va se présenter. Des fois, il look like $1 million, puis des fois, on dirait qu'il n'est pas dans la zone. Puis tu sais, ces combats-là qu'il a gagné ici, Charles Johnson, c'est un slow starter. Il a tendance à toujours dropper le premier round. Et non seulement dropper le premier round, on l'a vu se faire blesser sérieusement dans plusieurs premiers rounds. Contre Azat Maxum, il s'est fait knockdown au premier round. Il s'est fait mettre dans l'eau trouble. Il a réussi à revenir puis gagner le combat, mais tout de même, pas nécessairement le meilleur look. Contre, c'est pas Sumudaerji, il a mangé des bonnes patates aussi, mais moins flagrant un peu. Ramazan Temirov, il l'a brassé au premier round. L'honneur Cavana, il a donné toute qu'une go à Charles Johnson au premier round. Il a piece up au premier round, clairement. Cavana qui s'est même gaz out tellement il l'a pété. On a vu qu'il y a un excellent cardio, finalement, l'honneur, mais dans ce cas-là, il s'est vraiment overextend pour essayer de dépecer Charles au premier round. Ça s'est reviré contre lui. Puis là, non seulement il s'est pas fait brasser, il s'est fait péter solide la gueule au premier round, TKO contre Alex Perez. Fait que je pense que sa durabilité à manger un coup. On l'a dit, il a un très gros gabarit pour les flyweight, mais je pense qu'il fait une énorme coupe de poids. Là, non seulement il est probablement encore commotionné de son dernier fight il y a 6 semaines, c'est sa 2e énorme coupe de poids en un très court laps de temps. On sait qu'il dit grosse coupe de poids, bad recovery, un peu plus chini, c'est sûr et certain. Et c'est un combat qui prend short notice, à quoi 1 semaine et demie, 2 semaines d'avis, contre Bruno Silva, qui est un des plus hardest hitters des flyweight. Ce dude-là, c'est un finisher, il conjure, il pack a good punch. Je dis pas qu'il est parfait,
mais il est très, très, très dangereux. Vous voyez, au UFC, il y a 10 fights. Il y en a 8 qui sont terminés avant la limite. Ses 5 victoires sont par finish. Ses 2 dernières défaites, il s'est fait finir également. Clairement, mon angle préféré ici, c'est Fight Don't Go to Decision. J'ai un bet là-dessus, c'est pas un secret. Les Patreons, vous le savez, si vous écoutez le breakdown, ben je vous l'annonce. Je pense qu'à Even Money, non, je l'ai à plus 115 Fight Don't Go to Decision. Je pense que c'est une très belle value. Quand on a 2 combattants qui ont un gros finishing upside, et 2 combattants qui peuvent se faire terminer. Donc, knockout GP Buys. Vous voyez 4 bonus de performance d'affilée. Victor Rodriguez, knockout. Sub Tyson Nam, mais il a knockdown. Avant, il a brassé, il l'a blessé. Finalement, va chercher le dos quand il a l'opportunité. Très bon jiu-jitsu, Bruno Silva. Cody Durden, même chose. Bruno Silva qui se brassait un peu plus au premier round. Finalement, il clip Durden, là, mais out direct. Ses 2 dernières défaites, il s'est fait terminer au 3e round. Mais regardez les noms. Manel Cap, Joshua Van. C'est no shame, là, c'est 2 gars au top de la division. Son dernier fight, on avait bêté Bruno Silva by finish. Il a brassé Young Sung Park. Il a terminé au 3e round. Il l'a take down, il l'a tapé debout. Il a fait pas mal tout ce qu'il voulait avec pour le terminer. Fait que, bref, c'est un combattant très dangereux. Il pack a good punch. Oui, Charles Johnson, il a un gros avantage de portée, mais il a un avantage de portée dans presque tous ses fights. Même dans son dernier contre Alex Perez, il y avait un avantage de 16 de portée. Je pense que Bruno Silva, s'il veut rentrer à l'intérieur, surtout early, il va rentrer, il va swinger des gros uppercuts, des gros overhands. S'il chin-check Charles Johnson, je pense qu'il est live pour le knocker à nouveau. Je pense que sa durabilité est fortement compromise à Charles Johnson. Puis on a un slow starter versus un fast starter. Charles Johnson, souvent, il va commencer à tune up mid-2e round, puis il va vraiment performer au 3e. Puis Bruno Silva, c'est un peu l'inverse. Il commence fort, il est très explosif. Tout ce qu'il va faire, que ce soit ses takedowns, les punches qu'il lance, il swing avec des intentions de tuer. Donc souvent, il va se gazer late dans le combat. C'est ce qu'on a vu là, contre Manel Cap, Joshua Van, il ralentit, il cumule le dégât, puis finalement, il termine en fin de fight. Même contre Young Sung Park, il commençait à ralentir un petit peu également. Il y a peut-être eu un boost d'énergie quand il a vu la porte de sortie là, pour Young Sung Park. Mais c'est pas nécessairement un cardio machine ici. Je pense que si Bruno Silva ne trouve pas un finish early, Charles Johnson pourrait tune up en fin de fight pour aller chercher un finish. Bruno Silva, autant qu'il est dangereux, je pense que debout, son striking est moins technique, il est moins polyvalent. Charles Johnson il est plus actif avec ses jambes. On l'a dit, il a plus de portée. Plus technique dans ses mains, c'est sûr et certain, même s'il frappe un peu moins fort. Mais Bruno Silva, il n'y a pas non plus un super head movement. Même au 3e round contre Young Sung Park, on voit Bruno Silva un peu moins mobile, la tête fixe. Il se fait quand même toucher là, par beaucoup de shots sans trop de problèmes de Young Sung Park. Fait que si ça va late dans le fight, je pense que Charles Johnson est live également là, pour un finish. Mais plus souvent qu'autrement, je pense que Bruno Silva il peut trouver là, il peut mettre out là, CG. Je pense que c'est vraiment pas un bon move de revenir aussitôt se battre là, après sa première défaite par knockout contre un combattant aussi dangereux que ça qui se préparait déjà pour un fight. Recette pour le désastre. Puis Bruno Silva, c'est lui qui devait affronter l'honneur Cavana, d'ailleurs, si vous ne le saviez pas. Fait que écoutez, à Dog Money, donnez-moi Bruno Silva dans ce match-up-là. Je l'ai dit, fight don't go to decision, je pense que c'est un angle intéressant. Bruno Silva by KO, j'ai un free bet là-dessus et pas un secret, à plus 400, je pense que c'est ridicule comme odds. Du Charles Johnson, round 3, ça pourrait être un angle intéressant si vous êtes de son côté également. Mais bref, je pense qu'on va avoir des feux d'artifice, je pense qu'on va avoir de la violence. Je pense que Charles Johnson, il va se faire coucher une 2e fois d'affilée. Recette pour le désastre là, de son côté. Mais bref, on s'aide du côté de la violence pour ce combat-là. 2e underdog pick de la carte. Next up, on a Umar Sy qui va affronter Ion Cutelaba. The Hulk, 12-1 pour Umar, 19-11-1 pour Ion Cutelaba. Le favori, c'est Umar Sy, le français, 30 ans, 32 ans. Combat chez les light heavyweight, 6 pieds 4 versus 6 pieds 1 et gros avantage de portée. Là. 8 pouces de plus là, pour Umar Sy, qui est le favori de la communauté. Je tente à favoriser Umar Sy également, mais honnêtement, c'est pas un favori que j'ai beaucoup de confiance, on va dire.
Omar Sy qui est quand même relativement nouveau, là, du moins au UFC level. Il est professionnel depuis 6 ans, mais peu de combats là, dans la Big League. Puis il y a un de ses combats qui a laissé un goût amer là, pour ma part. Soumet Tukotokos, son premier combat au UFC level. Après ça, weird un petit peu parce que Omar Sy, c'est vraiment plus. Il shine au niveau du grappling. Il y a des bons takedowns, puis quand il réussit à établir son top control, il y a des très bonnes soumissions, du gros ground and pound. Contre Dawon Jung, il a plutôt striké pendant 15 minutes. Oui, il y a 2 takedowns, mais c'est pas vraiment la stratégie qui a pourchassé là, tout au long du fight. Il a strike fine, mais Dawon Jung, c'est mid. Puis on voit quand même qu'Omar Sy, son striking est vraiment en développement si on compare à son grappling game, par exemple. Combat suivant contre Alonzo Menefil, qui est un vet au UFC level. Pas nécessairement un top de la division, mais il donne des bonnes goals. C'est un bon journeyman, un bon gatekeeper. C'est comme ça que j'aurais tendance à l'appeler. Puis regardez, si on va voir là, Omar Sy, il est rendu Omar Sy contre Alonzo Menefil, il a perdu moins 900. C'était un favori à moins 900. C'est pratiquement, je pourrais le checker, le trouver là, exactement. Là. Mais à moins 900, là, c'est peut-être 90% de chance de victoire, 92%. Finalement, Alonzo Menefil, le gros upset contre Omar Sy. Omar qui n'était pas capable d'amener Alonzo Menefil au sol. Il a eu du contrôle, notamment au niveau du clinch, un petit peu quand il a réussi son takedown. Mais sinon, il n'y avait pas grand-chose à offrir debout. C'est un combat vraiment low volume. C'est pas passé une tonne de choses, pas beaucoup d'action. Alonzo Menefil qui va edger par décision unanime. Son comeback, dernier combat, était bien contre Brenson Ribeiro, mais là, il n'a pas perdu de temps, vous voyez. Premier round, 2 takedowns, établi du top control. Il réussit à le mettre out, ground and pound. Brenson Ribeiro, c'est un step down dans la compétition par rapport à Alonzo Menefil. On s'entend. Puis là, ben, il va rechercher un step-up semblable. Kutaleba et Menefil, j'y mettrais peut-être dans le même bateau si on parle de niveau, de calibre au UFC. Donc, il va rechercher son step-up. Puis là, c'est important pour lui de ne pas fumble le bag. Ion Kutaleba, qui est un autre vétéran là, du UFC, vous voyez, il est dans l'organisation depuis 2016. Il a affronté les Usos de la division. Vous voyez, Glover Teixeira, Khalil, Ankalaev 2 fois, Jacoby, Ryan Spann, Walker, Kennedy Njoku, je veux dire. Il a affronté Philippe Lins qui va se battre contre Francis Ngannou dans pas long. Il a affronté tout le monde, il a beaucoup d'expérience. Il a livré des belles performances comme des trucs atroces. Je dirais que c'est quelqu'un qui est inconstant, qui n'est pas trustworthy. Un peu à l'image de Charles Johnson qu'on parlait tantôt, on ne sait pas trop quelle version de Ion qui va se présenter. Des fois il shine, puis des fois il look tellement bad. Ça reste qu'il y a un gros background de sambo. Il est capable de lutter. D'habitude, c'est lui qui essaie d'amener le combat au sol. Il swing des patates. Omar Sy, on a vu son striking en développement. S'il mange un gros overhand de Ion Kutaleba, ça pourrait être Mike Knight, c'est sûr et certain. Je pense que early, Ion il va être capable probablement de rivaliser avec la lutte de Omar. Du moins, ce sera peut-être pas super facile à takedown. Ça se pourrait, là, on le sait, là, Omar c'est un big dude. Mais je pense quand même que Ion early, il va peut-être être capable de défendre les amener au sol. Mais si Omar réussit à avoir un takedown, il est clairement live pour la sub, j'ai l'impression. Ion Kutaleba qui a 4 défaites là, par soumission. Puis notamment son dernier combat au UFC level contre un dude avec un aussi grand avantage de taille et de portée, c'était Johnny Walker. Vous voyez, il y a eu des scrambles, les deux ils ont eu un takedown au premier round, puis finalement Johnny Walker, aussitôt qu'il a réussi à prendre le dos, il l'a choqué. Ryan Spann, un autre géant de la division avec un gros avantage de portée, c'est Ion qui a eu 3 takedowns en partant, il s'est fait guillotine. Je ne serais même pas surpris que ce soit Kutaleba qui shot des takedowns ici. Puis qu'il se fasse reverse, qu'il se fasse choquer ou quoi que ce soit. C'est vraiment un scénario là, qui est sur la table, j'ai l'impression. Mais c'est souvent difficile pour de vrai de prédire comment un fight de Kutaleba va se passer. Je pourrais voir un combat plus slow pace à la Alonzo Menefil contre Omar Sy qui sera en décision, que c'est chalky, que c'est serré. Comme je pourrais voir des gros heavy scramble early, puis un knockout ou un finish vraiment rapidement. J'ai tendance à l'aîner du côté de Omar Sy. J'ai tendance à dire qu'il va se battre de façon intelligente. Mais encore une fois, il a l'air de quoi sur son dos. Il a l'air de quoi quand il se fait
quand il se fait piece up avec des patates. Il y a plein d'inconnus encore sur Omar Sy. Y a-tu vraiment un bon chin? C'est des choses qu'on ne sait pas sur lui. Il y a beaucoup d'inconnus. Fait que, oui, je lean de son côté pour la victoire. J'ai vraiment de la misère à faire confiance à Ion. Mais encore une fois, c'est pas un favori là, qui me parle beaucoup là, cette semaine. Je pourrais avoir une grosse surprise ici, c'est sûr et certain. Ion qui a beaucoup plus d'expérience, qui est fort physiquement, qui est un peu maniaque, là, on le sait, là, c'est un spécial. Là. Fait que, bref, donnez-moi Omar Sy ici. Omar Sy ici, c'est bon. Hein? J'aurais tendance à dire ça. Écoutez, Ion qui a une faiblesse là, mais vraiment pas avec une haute confiance que je vous fais cette prédiction-là. So, let's go, Team Omar là, pour sa fête. Prochain combat, on a Marwan Raiki qui fait son UFC début contre Harry Hardwick. Raiki qui est 7-0 chez les rangs professionnels, 13-4-1 pour Hardwick qui est quand même un gros underdog ici. Pardonnez-moi, il fallait que ça sorte. Gros underdog, c'en est un que je considère à pic, mais je suis pas certain si je vais appuyer sur la détente. 23 ans pour Raiki, 31 ans pour Hardwick, un combat chez les featherweight, la taille identique, la portée 1 pouce de plus pour Raiki. Vous voyez la communauté qui est largement là, de son côté. Puis écoutez, Raiki, combattant intéressant, mais ça fait 2 ans qu'il se bat au niveau professionnel. Il est quand même green, 23 ans, c'est tout jeune. Il arrive de Contender Series. C'est un profil type à la Rafael Tobias la semaine dernière. Je ne serais pas surpris qu'on ait une surprise ici. Principalement un striker, très athlétique, il est rapide, il est dur. Striking créatif. Par contre, des fois, j'ai l'impression que je l'ai noté là, en faisant mon tape study. Il throw a lot of shit, mais c'est pas toujours avec des bons setups. Comme s'il avance puis il veut lancer pour lancer en espérant que ça touche. Du moins, c'est une impression que j'ai eue en regardant son dernier combat là, à Contender Series. Mais très dangereux. Il y a du knockout power. Il peut coucher là, pas mal n'importe qui dans la division, à mon avis. Vous voyez, 6 de ces 7 victoires là, qui sont par knockout. C'est pas battu contre un super gros niveau de compétition, là, on va pas se mentir. Fait que très très green à mon avis. Il n'y a pas une tonne de combats, de grosses oppositions, même si tu regardes combien de temps il a passé dans la cage, c'est moyen. Fait que, il y a beaucoup de points d'interrogation à mon avis. Une chose qu'il faut lui donner, je pense qu'il a un bon cardio. Je pense qu'il est très résilient. Son chin, suspect à mon avis. Son ground game, ben ça, c'est un autre. C'est là le plus gros point d'interrogation pour moi là, dans ce combat-là. Puis si on regarde Harry Hardwick rapidement, profil différent. Il n'y a pas le profil athlétique d'un Raiki. Il est moins gifted là, de ce côté-là, j'aurais tendance à dire. Un peu plus flat-footed, moins de pop dans ses frappes. Par contre, il est résilient également. Il va se battre, il a un excellent cardio. J'aurais tendance à dire qu'il y a plus d'outils dans son sac, dans le sens où on l'a vu souvent mixer son grappling pour aller chercher des victoires. Ancien champion de Cage Warrior, si je ne me trompe pas. Eh oui, c'est ça. Donc, champion de Cage Warrior. Il a été cédulé pour des 5 rounds. Ici, il a gagné aux 4. Ça n'a pas rendu de la limite. Il a affronté un niveau de position plus élevé qu'un Raiki. Il arrive de son UFC début. Puis je pense qu'il y a quand même beaucoup de... Peut-être pas du recency bias, mais c'est sûr que ça n'aide pas sa cause. Mais il a fait son UFC début contre Kawe Fernandez. Il a pris le combat short notice, une catégorie de poids plus haute contre Fernandez. Puis d'ailleurs, on avait un gros bet là, sur Fernandez cette soirée-là. Fernandez qui est probablement le dude avec les calf kicks les plus nasty du UFC. Il y a plusieurs knockouts par kick aux jambes dans sa carrière, Fernandez. Puis ça n'a pas été une exception aussi. Vous voyez, là, ça a duré 3 minutes 21, puis Harry Hardwick, il était plus capable de se tenir debout. Il est parti sur une civière tellement il s'est fait piece up les jambes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir. Ça a pris 10 low kicks de Fernandez pour le mettre out. Fait que c'est sûr que c'est pas un bon look. Est-ce que Raiki pourrait utiliser les calf kicks? Oui. Est-ce qu'il y a les mêmes calf kicks que Fernandez? Non. Mais clairement que c'est un outil qu'on a vu que Hardwick peut se faire exposer là, avec celui-ci. Écoutez, au niveau du striking, c'est sûr que je favorise Raiki. Mais si Hardwick, il a un minimum, là, lui et son camp, ils ont un minimum de jugement, ils ne voudront pas garder ça nécessairement debout pour une longue période. Ils pourraient essayer de grinder Raiki au sol puis edger une décision. Je pense que c'est sa façon de gagner.
Il va être difficile à sortir de là, j'ai l'impression, le petit Marwan. Mais s'il est capable de mixer les takedowns, Hardwick, cumuler le contrôle, ground and pound, peut-être, oui, des sub-threats sans nécessairement les avoir, il pourrait avoir des chances. À ce prix-là, je trouve que c'est un peu cher payé là, pour un Reiki qui n'est pas nécessairement prouvé. Puis, tu sais, son combat à Contender Series, c'était un bon favori. Il a gagné par KO au deuxième round, mais il s'est fait knockdown 2 fois au premier. Là. Il n'y a pas une super bonne défensive. Il y a la garde base, le chin-up dans les airs. Il s'est fait knockdown, je pense que c'était les 2 fois. Ouais, vous voyez, il s'est fait knockdown 2 fois dans le premier round. Il a cumulé beaucoup de dégâts. C'est pour ça que je vous dis qu'il est quand même résilient et qu'il démontre un bon cardio. Même s'il s'est fait knockdown 2 fois et il s'est fait contrôler, whatever, il est revenu avec du guts, du cardio au deuxième pour terminer là, Ananias Mulumba, qui n'est pas nécessairement au niveau. On s'entend. L'équipe a beaucoup de potentiel, mais il y a encore beaucoup à me démontrer, encore une fois, avant de le backer à des odds comme moins 250, moins 300, contre un Hardwick, un vétéran de la game, qui en a vu beaucoup plus là, que lui, qui a eu des guerres pour des combats de titres, qui a eu toutes sortes d'adversaires, qui a fait face à des grapplers, des strikers, etc. Je pense que Hardwick il est live pour le upset. Est-ce que je vais le pick? C'est un des combats que je suis indécis encore. Live là, je vais vous dire Reiki rapidement même pour le pick. Peut-être un peu too much pour Hardwick debout. Sa mobilité va peut-être donner un peu de difficulté aussi à Hardwick à closer le range. C'est sûr que c'est Wipex, c'est la petite cage. Mais voyez, là, je suis vraiment indécis sur celui-là. Je vous donne Reiki pour le pick live, mais vous regarderez sur Instagram demain, vous allez avoir mes picks officiels là, pour la carte. Ça se pourrait que je pull le trigger sur un Hardwick là, dans ce duel-ci. Next up, André Tochifili versus José Miguel Delgado. Je suis un fan de Delgado, c'est pas une cachette. 25-12 pour Fili au rang pro, 10-2 pour 25-12 pour Fili, 10-2 pour Delgado qui est un gros favori. Je trouve ça cher à payer, mais c'est le favori de façon justifiée. 27 ans, 35 ans pour Fili, le vétéran. 5-11, la taille et la portée identiques. Communauté all over Delgado. Au niveau des odds, on a du moins 425 live sur BetOnline. Écoutez, Delgado, je pense que c'est un solide prospect. Il est jeune, il amène de l'agression dans la cage. Son striking est créatif, il switch constamment. Il est dangereux des deux côtés, de la puissance des deux côtés. Il met de la pressure, il n'a pas peur de trade. Il peut se faire amener au sol, mais il démontre il travaille. Il s'est amené au sol, là, il ne va pas accepter la position facilement. Il va essayer de créer des scrambles, de se relever. Toutes ses victoires sont par finish. Je l'ai ici, je pense, j'ai plus mes notes. Attendez, je ne vais pas vous mentir, mais il me semble qu'il n'y a aucune victoire là, par décision. Vous voyez, 10 wins, 10 finish. Ce gars-là, c'est un feu d'artifice. Il a perdu 2 fois par décision, dont son dernier combat contre Nathaniel Wood. Mais honnêtement, ça aurait dû être une victoire à mon avis. Je l'ai rechecké, c'est un combat que José Delgado aurait dû gagner à mon avis contre un vétéran Nathaniel Wood qui est excellent. Ça a été tout qu'un combat, celui-ci. José Delgado qui passe à ça de mettre out Wood en début de combat. Wood qui réussit à revenir, qui flash knockdown Delgado, je pense que c'est au deuxième. Grosse guerre, back and forth, qui a tout donné contre le vet. Il aurait dû avoir la victoire, à mon avis. Turns out qu'il ne l'a pas eu. Contender Series, Quick Work. Après ça, Conor Matthews, Low Level, Quick Work. Hyder Amil, c'est un gars qui ne s'était jamais fait knocker, qui est reconnu pour être durable. J'avais parié José Delgado knockout cette soirée-là. On l'avait même dans un cycle parlay, je pense, qu'on a caché. Il l'a knocké en 26 secondes avec un knee. Il a failli mettre out Nathaniel Wood au premier round. Puis il se bat demain contre André Fili, qui est un vet. Il en a vu toutes les couleurs au UFC Level. Il est là depuis 2013. Il y a beaucoup de millages. Il y a beaucoup de guerres. Il y a toujours eu un chin un peu suspect. Un peu à la Brad Tavares qu'on a parlé plus tôt. Vous voyez, il s'est fait knockout par Yair Rodriguez. Je pense que c'est un jumping switch kick. Il s'est fait knockout ensuite. J'ai tout regardé. C'est le gros overhand de Joe Anderson Brito qui le met out 41 secondes. Pas un super bon look. Il s'est fait knockdown, lui aussi. Vous voyez, il y a eu une guerre back and forth avec Nathaniel Wood qu'il a perdu également. Il s'est fait knockdown, je ne me trompe pas, c'était un hook. Danny G qui l'a smoke avec un overhand. Il s'est fait finir de plusieurs façons, puis il s'est fait dropper aussi dans d'autres combats sans nécessairement se faire finir. Je pense notamment à son combat avec notre cher Charles Air Jordan.
Charles Jourdain qui a donné un sacré go à Andre Fili. Il a réussi à edger avec ses takedowns. C'est un combat qu'on aurait dû donner à Charles Jourdain. Andre Fili, c'est un combattant qui a de l'expérience, on l'a dit, mais il a un long frame pour la division, une bonne portée. Son striking est propre. Mais justement, il aime un petit peu plus les combats. Il shine plus à distance quand c'est plus posé un petit peu, à mon avis. Pas qu'il n'est pas capable de brawler puis de trader, mais j'ai l'impression qu'il shine un peu plus dans les combats plus techniques. Qui va pouvoir garder son range justement puis avoir l'avantage ici. Puis là, on a un Delgado qui le match physiquement avec son range, qui va être beaucoup plus dynamique, plus mobile, qui va envoyer des strikes de tous les angles, qui va commencer très fort, très rapidement également, contre un Fili au millage qu'il y a. En ce moment, je pense qu'il va se faire touch. Touchy Fili, je pense qu'il va se faire touch assez rapidement. Je pense qu'il va se faire drop. Je pense qu'André Fili va se faire très très mal dans ce combat-ci. Comment je verrais Fili gagner ce combat-là? Ce serait sûrement une décision genre vraiment serrée à la Nathaniel Wood, le dernier fight de José Delgado, où il arrive à mixer ses takedowns, mais justement, bonne chance là, pour contrôler là, José Delgado au sol. Puis tu sais, Delgado, il est dangereux, oui, avec ses strikes, mais il y a quand même une sub-game opportuniste aussi. Vu la façon qu'André Fili s'est fait choquer par Costa là, dans ce combat-là, il pourrait agripper le coup et le terminer avec une sub. Écoutez, Delgado, je suis très high sur ce jeune-là. Je pense qu'il a un très haut ceiling. Il est entouré d'une bonne équipe. Il se bat intelligemment. Il est assez critique aussi envers lui-même. Puis je pense qu'il va venir demain, samedi, qu'il va livrer la marchandise. Il veut effacer la petite tâche à son dossier contre Nathaniel Wood. Puis qu'il va shiner là, contre André Fili. Donnez-moi le jeune pétard là, pour gagner demain par knockout contre Andre Touchy Fili. On est rendu demi-finale. Amanda Lemos qui affronte Gillian Robertson, notre Canadienne. On espère qu'elle va deliver demain. On a Lemos 15-5-1. Robertson 16-8 chez les pros. Une bonne favorite à l'image de quand elle devait s'affronter. Ils devaient combattre ensemble là, quelques semaines, quelques mois. Le time, ça m'échappe un petit peu. Les moches que pour l'âge, je pense, Fight Day, elle avait un herpès buccal, je sais plus trop, un feu sauvage ou whatever, quelque chose de même. Elle a du pull-out la journée même. Bref, si on regarde ça ici, 38 ans pour les mouches, 30 pour Gillian, un combat chez les Women's Strawweight, 5-5, 5-4, donc taille semblable, 2 pouces de plus de portée pour les moches. Communauté du côté de Robertson, c'est mon avis, ça n'a pas changé depuis la dernière fois qu'elle devait s'affronter. Si vous aviez écouté là, mon breakdown, je pense que c'est A Tale of Two Fights, dans le sens où Gillian Robertson, on sait, il faut qu'elle amène le combat au sol. C'est une maniaque, ça peut avoir le top position. Elle a le record, si je ne me trompe pas, de finish au UFC chez les femmes. Une fois en top position, son ground and pound, son sub-game, absolument nasty. Elle travaille beaucoup avec Din Thomas, justement, qui praise beaucoup le ground and pound quand on a du top, du control position, qui critique beaucoup ceux qui ne le font pas. D'ailleurs, je pense qu'elle a tout qu'un brain dans son coin, puis c'est quelque chose qui va beaucoup l'aider. J'en suis sûr et certain. Par contre, Gillian Robertson, si son plan A ne fonctionne pas, plan A étant amener le combat au sol et smash, debout, son striking est très meux. On ne se le cachera pas. Puis c'est quelque chose que j'espère qu'elle va travailler. Parce que si ça va de son bord, souvent, c'est comme let's go à roll over tout. Mais si ça s'extend debout, Gillian Robertson, je suis vraiment pas un fan là, de son striking debout. Puis Amanda Lemos, c'est l'inverse. Debout, c'est une menace kind of low volume. Elle ne va pas lancer une tonne de shit, Amanda Lemos debout. Mais elle a quand même un striking technique. Puis pour les Women's Strawweight, là, elle pack a punch. Amanda Lemos, c'est probablement une des filles dans la division qui obtient des knockdowns, qui est capable de knocker d'autres girls. Fait qu'il n'y en a pas une tonne qui ont ce kind of power-là dans la division. Fait que, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Amanda Lemos, qui est très forte physiquement aussi, si Gillian Robertson n'arrive pas à amener le combat au sol, ça pourrait se chauffer. Mais ultimement, j'ai l'impression qu'elle va réussir. Amanda Lemos, on sait, elle s'est fait exposer plusieurs fois au sol. Oui, elle est tough à amener à terre, mais une fois sur son dos, elle n'a pas un bon get-up game. Puis des fois, elle est un petit peu trop down de jouer la game du Jiu-Jitsu également. Des fois, elle va pull-up à la guillotine. Elle va jeter sur son dos en essayant d'obtenir une guillotine. Mais finalement,
contre des filles comme Robertson ou John Diroba ou whatever, là, des filles plus haut niveau, c'est pas nécessairement des stratégies qui vont fonctionner. Finalement, elle va se retrouver sur son dos et se faire contrôler. Si elle engage le clinch, ça va être à l'avantage de Robertson. Amanda Lemos, il faut qu'elle garde ça loin, à distance. Puis il ne faut pas qu'elle engage au corps à corps si elle veut gagner ce combat-là. Mais ultimement, je pense que ça va arriver. Je pense que Gillian Robertson va arriver à amener le combat au sol tôt ou tard. Peut-être pas au premier round qu'elle va trouver son gros control, son gros finish. Même si elle a un takedown, ça va peut-être s'extend un petit peu. Mais j'ai vraiment l'impression qu'elle va sortir victorieuse de ce combat-là. Robertson, qui a à peine 30 ans, je veux dire, elle est tout jeune, arrive dans son prime, j'ai l'impression. Fait qu'elle va faire du progrès d'un combat à l'autre. J'espère qu'elle a travaillé un petit peu son striking, au moins pour faire penser un peu plus Lemos debout. Mais écoutez, Lemos, on l'a vu contre Suarez, qui est une bonne lutteuse avec un mauvais jiu. Ça a été tough pour Suarez d'amener le combat au sol, même si je pense qu'elle est un petit peu over the hill aussi. Mais elle a concédé des takedowns dans plusieurs combats à multiples reprises. Elle s'est faite soumettre à quelques reprises aussi. Jessica Andrade qui l'a arm triangle debout. Qui se fait arm triangle debout? Personne. Je pense que son jiu-jitsu est suspect. Robertson va finir on top. Elle va la smasher avec une tonne de ground and pound. Puis elle va probablement trouver justement une sub. Lemos, j'allais dire Robertson. Lemos, c'est quand même une tough girl. Je pense qu'elle va être dure à KO, TKO. Mais ultimement, j'ai l'impression que Gillian va trouver là, une opportunité de sub. Elle est sur une belle streak. Si elle gagne ça in good fashion, elle va peut-être avoir un title shot contre Mackenzie Dern. Ça serait un combat incroyable. J'attendais cette fight-là avec impatience la dernière fois. Je l'attends encore avec impatience demain. Très bon co-main event, à mon avis. Let's go. On cheers pour Gillian Robertson. En termes de odds, je pense que ça se situe pas mal où est-ce que ça devrait, honnêtement. Moins 205 pour Gillian Robertson, c'est un price tag décent qui fait du sens. Là, peut-être dans les environs de 65-70% de probabilité de victoire. Peut-être d'autres angles un petit peu plus intéressants à attaquer aussi pour ce fight-là. Mais à mon avis, c'est pas une mauvaise ligne ici. So, Gillian Robertson by finish, probablement submission. Ça va être mon take là, pour la demi-finale. Et la finale, on a Josh Emmett versus Kevin Vallejos. Gros main event, j'ai hâte de voir. UFC, ils veulent pousser Kevin Vallejos, c'est clair et net. Est-ce que c'est ça qui va arriver? Ben, on va savoir demain. 19-6 pour Old Man Emmett, 17-1 pour Vallejos, qui est un très gros favori ici. 41 ans, 24 ans. Un gap d'âge de quoi? 17 ans, c'est énorme. Combat chez les featherweight, 5-6, 5-7, 70 pouces de reach pour Emmett, 68 pouces pour Vallejos. Communauté du côté de Vallejos, largement, ça reflète un petit peu les odds. Études du mouvement, moins 5,50 encore. Écoutez, je suis du côté de Kevin. Je comprends qu'il y en a qui veulent peut-être stabber Emmett, mais malheureusement, Emmett a 41 ans. Je pense que ses plus beaux jours sont derrière. Par contre, je pense que c'est encore un tough guy. Il est capable de prendre un gros beating. Il s'est battu avec les meilleurs de la division depuis quand même longtemps. Vous voyez, 2016, là, UFC debut. Un des combattants qui frappe le plus dur des featherweight, c'est clair et net. Un bon coup de ce dude-là peut éteindre là, out cold n'importe qui. On l'a vu, on pense à Bryce Mitchell, à Michael Johnson, à qui d'autre, Mirsad Bektic, c'est tout du monde qui se sont fait éteindre assez violemment. Même Ricardo Lamas, back in the days, qui était un contender, je me souviens là, quand je commençais à checker un peu plus le UFC. Combattant historiquement durable, il s'est fait knocker une fois contre Jeremy Stephens, qui est arguably un des top peut-être 3 hardest hitters des 145 livres UFC ever. Les deux sont knockdown dans ce combat-là. C'est un fight quand même intéressant. C'est pas long, mais c'est un fight intéressant. C'est le seul qui a réussi à mettre out Emmett. Vous donner une idée de son toughness. Il s'est battu contre Ilia Topuria récemment en 2023. 5 rounds avec Ilia Topuria. Qui est capable de faire ça? Charles n'a même pas toffé un round. Max Holloway, il s'est fait éteindre au 3e. Josh Emmett, il est fucking allé à la décision avec. Il s'est fait dépecer. Aïe, c'est même pas drôle. Il s'est fait éclater, on va pas se mentir. Là. Le combat fini, Ilia Topuria, il a la face. On dirait qu'il vient de se lever le matin, puis Josh Emmett s'est fait passer dessus par un bulldozer. Moi, j'ai une tonne de damage.
Fait qu'historiquement, très durable. Par contre, à 41 ans, est-ce qu'il va avoir des flaws dans sa durabilité qui vont arriver? Tu sais, c'est possible. Depuis ce fight-là, vous voyez, il s'est battu contre Bryce Mitchell et il s'est pas fait frapper une fois. Leron Murphy le hit quand même sur 5 rounds pas mal, mais c'est pas un gars qui amène le même power qu'un Ilia Topuria, on s'entend. Puis Youssef Zalal, ben, il s'est fait ça en 1 minute 38. Bad look, honnêtement. Même s'il a poursu de dégâts, là, de coups de poing dans le visage, c'est vraiment pas un bon look de voir Emmett se faire finir aussi facilement. Fait que son âge le rattrape, il ralentit. Le power, c'est ce qui quitte en dernier, par contre, il faut pas se mentir. Je pense que Josh Emmett, il a un moins bon striking que Vallejos. Emmett, oui, il cogne très dur. Il a une boxe correcte, mais la boxe de Vallejos, c'est beaucoup plus technique. Vallejos, beaucoup plus defensively sound. Des bons counters, il travaille bien le corps, les mouvements de tête sont excellents. Je pense que Kevin Vallejos, il a vraiment une boxe supérieure. Je pense qu'il a un menton supérieur. On parlait de bad beating. Kevin Vallejos, qui a fait son premier combat à Contender Series contre Jean Silva, il est allé à la décision avec. Il a mangé des patates dans ce combat-là. 90% des fighters se seraient fait knocker. Donc Kevin Vallejos, qui est très durable. Je pense qu'il est capable de manger un ou deux bons coups de Josh Emmett, for sure. Après ça, Ben Levon, Cam Teague, je veux dire, c'est Cam Teague. Knockout premier round. Sung Woo Choi, pas super haut niveau, knockout premier round. Décision contre Danny Silva, c'était une décision unanime, c'était convaincant, mais il l'a pas mis out. Son dernier fight là, pour knocker Giga Chikadze, même si c'est un autre old man qui est un peu plus à la fin de sa carrière, knocker Giga Chikadze, c'est quand même un bel exploit, là, on va pas se cacher. Je pense que Kevin Vallejos, c'est du fresh blood dans la division. Il arrive ici, il va être plus rapide, plus mobile, il a plus de volume là, qu'un Josh Emmett, vraiment plus de volume, on s'entend. Josh Emmett, c'est plus le kind of guy qui... Stocky guy, petite pression méthodique, puis il essaie de trouver le killer shot. C'est pas un doute qui va faire touch, body, power shot au niveau de la tête, comme un petit peu Vallejos qui va mixer un peu plus l'intensité, la vitesse, le tempo, travailler plus en counter. Je pense que c'est un striker plus à l'avance que Emmett, c'est clair. Mais on sait jamais, hein, MMA, une bonne patate, puis ça peut se terminer. Puis Josh Emmett, low-key, on le sait, mais on le sait pas, là, mais il y a un gros background de lutte. C'est juste qu'il s'en est jamais vraiment servi au UFC level. Ça pourrait être wise pour lui de travailler dans le clinch, essayer de rendre ça gritty, d'amener le combat au sol, rendre le combat un petit peu plus dirty. Kevin Vallejos, c'est son premier combat de 5 rounds, donc de quoi il va avoir l'air au round 4, au round 5. Contre Silva, il avait ralenti un petit peu à la fin, mais on s'entend, contre Jean Silva, il s'était fait piece up pendant une bonne partie du round. C'est normal qu'on fatigue, mais encore une fois, c'est des points d'interrogation qu'on a sur Vallejos. Ultimement, j'ai tendance à aligner Kevin par décision. Je pense que Emmett, même s'il se fait plus vieux, il est encore capable de prendre un bon beating. Je pense qu'il a encore un bon chin malgré tout. Ça se peut qu'à son âge, ça craque et que j'ai l'air d'un fou, mais écoutez, ça fait partie de la game. J'aurais tendance à dire Kevin par décision. Josh Emmett pourrait peut-être edger un round, voire deux, avec un gros moment, justement, un ou deux grosses frappes qui viennent créer du damage ou whatever, mixer un takedown à gauche à droite. On l'a vu contre Murphy, Josh Emmett qui n'avait jamais vraiment mixé les takedowns de sa carrière au UFC. Je pense que Kevin Vallejos, c'est le favori justifié. Je pense que c'est lui qui a le higher. C'est à son âge de compétitionner à ce niveau-là, d'avoir affronté, knocké Giga Chikadze, la décision contre Jean Silva. Je pense que le kid a énormément de potentiel. J'ai hâte de voir ce qu'il va amener dans le futur. Puis je pense qu'il va réussir à passer Emmett demain. Je vous avoue, c'est chaud. Il y en a beaucoup qui disent qu'Emmett va se faire knocker. On dirait que je l'ai une plus personnellement du côté de la décision. Kevin Vallejos, décision, c'est plus 200-ish, je crois. Même le over 3.5 rounds, je pense que c'est un bon side. Over 1.5 rounds, ça peut être un bon parlay piece. Je l'ai pris en note personnellement. À suivre. Donc, demain, la finale, Kevin Vallejos qui va battre Josh Emmett par décision. C'est ma prédiction. Puis sur ça, guys, on a fini de breakdown de la carte. 14 combats demain. Moi, j'ai une soirée avec des chums. Je vais essayer de regarder les résultats live, un combat par-ci par-là. Mais peut-être falloir que je refasse un peu de tape là, par après. En direct du Apex. Là-dessus, je vous souhaite un excellent week-end, guys. Je vous souhaite de cacher vos bêtes. Soyez responsables. Si jamais vous avez des questions, des takes sur des fights, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire plaisir, jaser MMA également. Là-dessus, peace out.